Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à Césure. Nous allons parler ce soir de finances solidaires et d'une nouvelle offre, donc, lancée par France Active. Bonjour Benoît. Bonjour Moïse. Nous sommes tous ici probablement des actifs solidaires. On peut peut-être se qualifier comme ça. Et peut-être voilà une des raisons pour lesquelles France Active a choisi de nommer ainsi sa nouvelle offre, peut-être plus qu'une offre d'ailleurs, sa nouvelle démarche. Des actifs solidaires. On aura l'occasion d'en parler évidemment. Ce lancement des actifs solidaires va s'accompagner d'un tour de France. On en parlera aussi tout à l'heure avec le président Pierre-René Lemay qui est là déjà. On aura l'occasion d'en parler avec évidemment d'autres représentants de France Active. Cette soirée est aussi et d'abord l'occasion de faire le point sur la situation des entrepreneurs solidaires, sur leurs besoins de financement. Ça veut dire qu'on va aussi évidemment s'intéresser au contexte économique, à la vision de l'avenir qu'ont ces entrepreneurs solidaires, aux meilleures façons de mobiliser la finance aussi autour d'enjeux sociétaux et environnementaux. Alors, Olivia Grégoire, la ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et au tourisme, devait être avec nous ce soir pour échanger, mais son agenda l'en a empêché. Elle nous a cependant envoyé quelques mots. Monsieur le Président, très cher Pierre-René Dumas, Mesdames, Messieurs, un empêchement personnel dont j'ai informé le Président Lemay me contraint à vous adresser cette vidéo. J'en suis fort navré. Je suis néanmoins très heureuse d'ouvrir la conférence de France Active dédiée à l'investissement solidaire, à l'invitation de l'excellent président Pierre-René Lemay, avec lequel j'ai déjà eu beaucoup de plaisir à travailler lorsque j'étais en charge de l'économie sociale et solidaire. Pierre-René Lemay, un de ces hommes qui font partie de ces grands commis de l'État, qui définitivement ont décidé de consacrer leur vie à l'intérêt général. Merci. Comment commencer mon propos sans rendre un hommage appuyé pour le fondateur, le président d'honneur de France Active, Monsieur Claude Alfandéry, qu'on ne présente plus, et qui est également un monsieur à côté duquel on ne peut que se sentir immensément modeste. Pour moi, France Active, c'est bien plus qu'un simple réseau associatif. C'est un véritable moteur, une locomotive de l'inclusion sociale. Elle œuvre pour promouvoir l'accès au financement de ceux qui en sont souvent les plus éloignés et qui ont pourtant bien souvent de nombreuses choses à apporter à notre société. France Active fait partie des outils au cœur de la transformation de notre économie. Et cette transformation de notre économie, elle est, chacun en est désormais convaincu, à commencer par vous, un impératif. Nos défis sont connus. Rendre compatibles nos modes de production et de consommation avec les limites des ressources planétaires, faire que chacune et chacun trouve sa juste place dans notre société. Pour réaliser ces transformations, le nerf de la guerre, il est connu, c'est l'argent. L'État mobilise de nombreux moyens. Pensons à la planification écologique pour laquelle nous allons mobiliser un budget historique, inédit, peu importe les râleurs. Ce budget, il est inédit de 40 milliards d'euros dès 2024, en plus de tous les efforts faits depuis des années. Mais les financements, vous le savez comme moi, ne pourront, et je dirais même ne devront, pas être que publics. La mobilisation de la finance privée, elle est absolument capitale dans un pays comme le nôtre, d'autant plus quand l'épargne reste un levier majeur du financement de l'économie. C'est une conviction ancienne, très ancrée chez moi, et je m'étais d'ailleurs mobilisé lors de l'examen de la loi Pacte, vous vous en rappelez, pour que les assureurs aient par exemple l'obligation de proposer une unité de compte labellisée solidaire aux épargnants. Et nous voyons que la finance solidaire progresse à grands pas d'année en année. Certes, sa part dans la masse que constitue la finance privée est encore relativement modeste. Je note cependant qu'elle progresse de plus en plus vite, de plus en plus fort. La finance solidaire doit être un moteur de l'investissement dans notre pays. Elle peut contribuer notamment à réduire la fracture sociale. Je pense ici évidemment aux foncières solidaires et aux entreprises de plus en plus nombreuses qui font de l'insertion. Développer l'économie d'usage, le réemploi, plus largement l'économie circulaire, préserver la biodiversité, décarboner notre société. Mais la finance solidaire, elle n'est pas l'affaire que des financiers, c'est aussi l'affaire de ceux qui mobilisent ces capitaux. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment les entrepreneurs sociaux, doivent pouvoir accéder aux leviers de financement dans la durée pour pouvoir se projeter et envisager des changements d'échelle. Du point de vue du récipiendaire, il peut en effet être difficile de se projeter sur plusieurs années et d'envisager un chemin de croissance. Face à ce défi, et c'est tout l'intérêt d'une initiative comme cette conférence aujourd'hui,
Nous devons mettre autour de la table les financeurs, les financés, pour créer, entretenir, renforcer les liens, créer des réseaux et identifier mieux les freins pour mobiliser toujours plus de capitaux vers la finance solidaire. Pour accompagner ce mouvement, j'identifie au moins 3 enjeux d'avenir. Nous avons réussi à créer un cadre pour labelliser l'investissement responsable. Je crois que nous devons continuer nos efforts pour le promouvoir et mieux le faire connaître. Ça n'est pas encore gagné. En second lieu, je considère que les pouvoirs publics peuvent stimuler l'investissement solidaire et l'innovation sociale par de nombreux moyens. Je pense notamment aux contrats à impact. Enfin, nous avons l'enjeu de faire en sorte que la finance solidaire continue à représenter une solution attractive pour les épargnants, y compris dans un contexte inflationniste. Et sur ce, Monsieur le Président, très cher Pierre René, Mesdames, Messieurs, chers participants à la conférence, je veux vous dire que j'ai besoin de vous, besoin de vos réflexions issues des débats riches et stimulants que vous aurez aujourd'hui. Et je vous dis avec certitude à toutes et à C'était donc Olivia Grégoire, ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises. Donc c'était Olivia Grégoire, ministre déléguée aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et au tourisme. Alors on a un grand témoin avec nous ce soir qui lui est en chair et en os parmi nous, c'est Timothée Duverger qu'on va appeler sur cette scène, ingénieur de recherche à Sciences Po Bordeaux. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Après ces quelques mots de la ministre, on aimerait vous demander un peu de continuer à problématiser peut-être avant nos échanges et puis avant aussi de vous retrouver pour conclure cette soirée. Qu'est-ce que vous attendez de nos échanges? Quel déclic peut-être est-ce qu'on peut provoquer ce soir et puis il y aura d'autres soirs entre les financeurs et les financés, entre les investisseurs et les investis? Mais merci beaucoup déjà de votre invitation, puis ravi d'être parmi vous pour ce lancement. Donc autour de France Active. Alors par rapport à ce que je vais rebondir du coup directement aussi sur ce que vient d'évoquer la ministre. Le point clé évidemment, c'est qu'il y a besoin de transformer l'économie. Je crois que tout le monde en est conscient. Il y avait déjà eu une première salve au moment de la crise des subprimes en 2008, et puis désormais avec la crise du Covid, on a bien conscience du fait qu'il faut inventer des économies qui soient plus résilientes au fond face aux différents chocs externes, face aux grandes transformations auxquelles nous sommes désormais confrontés. Ce qui fait, et d'ailleurs c'était tout à fait manifeste dans son allocution, c'est que d'un côté, vous avez un État qui quelque part ne peut pas tout, dans le sens, c'est pas elle qui l'a dit, hein, c'est un autre Premier ministre, en l'occurrence, l'État ne peut pas tout, et donc il a besoin effectivement de s'appuyer sur d'autres forces. Hein, voilà, ça c'est un point important, ce qui fait qu'il y a des injonctions très fortes à la transformation de l'entreprise, à la RSE, à la finance durable, et ainsi de suite. Donc il y a des recompositions au fond de l'action publique qui amènent à des grandes transformations de l'économie elle-même. Donc ça, c'est vraiment le contexte dans lequel on se trouve. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est que dès lors, ça vient légitimer, au fond, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui le font depuis très longtemps. Parce que l'économie sociale et solidaire, évidemment, elle a à minima, on va dire, 2 siècles d'histoire. Hein, donc c'est pas tout à fait quelque chose de neuf, mais il se trouve que elle bénéficie d'une forme d'effet de mode, hein, en réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est au cœur de ces grandes transformations qui sont à l'œuvre. Et donc quelque part, elle est cet autre monde dont on a besoin, mais qui existe déjà, qui est déjà là, comme dirait Paul Éluard. Donc là, il y a un enjeu, effectivement, autour de l'ESS. Alors il se trouve que l'ESS, elle a fait l'objet d'un fort cycle de reconnaissance. Cela vaut au niveau de la loi. Il y a eu la loi Benoît Hamon de 2014, dont on va fêter les 10 ans l'an prochain. Il y a eu une vingtaine de lois comme ça à l'international. Il y a maintenant un plan d'action au niveau de la Commission européenne qui va faire l'objet d'une recommandation du Conseil en novembre prochain normalement. L'ONU a adopté une résolution en faveur de l'ESS. L'OCDE, une recommandation. Donc on est dans un cycle de reconnaissance de l'ESS. Mais maintenant, il faut passer de la reconnaissance au développement. Hein, et c'est là que vous allez trouver tout votre rôle. Je dis de la reconnaissance au développement, et je le dis d'autant plus que dans les travaux d'évaluation de la loi Hamon, de ces 10 ans, faits par le Conseil supérieur de l'ESS, qu'on constate, c'est que c'était une loi de reconnaissance, mais à laquelle il manquait des financements. D'où la revendication d'ailleurs des acteurs de faire une loi de programmation désormais pour financer le développement de l'économie sociale et solidaire. Donc ça me permet finalement d'évoquer ces différents points, d'en venir directement à la question de France Active. Moi, il me semble, France Active, en réalité, c'est un financeur de l'utilité sociale. Hein, donc c'est-à-dire, on a beaucoup parlé ces derniers temps, vous savez, de modifier l'article 1 de la loi ESS.
c'est-à-dire modifier la définition juridique de l'ESS, et ce alors même que finalement, au niveau européen, au niveau international, la définition française s'est imposée. Donc l'enjeu, c'est pas du tout de modifier l'article 1. L'enjeu, c'est de renforcer l'article 2, c'est-à-dire de renforcer l'article sur l'utilité sociale, y compris pour y intégrer un volet beaucoup plus fort autour de la transition écologique. Ça, c'est un point très important, parce qu'on voit sur le terrain les acteurs de l'ESS qui sont en réalité, qui fournissent des cadres d'action à la transition écologique, mais ceci étant insuffisamment reconnu, et notamment du point de vue du financement. Donc il y a un enjeu, sans doute, de toilettage de cet article 2, et derrière d'y adosser des financements nouveaux, bien entendu, et autrement plus importants. Et donc notamment d'avoir des financements qui relèvent de ce que vous connaissez bien, à savoir le capital patient. Parce qu'on sait bien que face à la transition écologique, on est sur une nouvelle équation, que la gouvernance actionnariale, qui exige finalement des rendements très élevés et de court terme, elle ne peut pas y répondre, cette gouvernance actionnariale. Donc il y a besoin d'autres modèles de gouvernance, qui sont en réalité des modèles qui se rapprochent de l'économie sociale et solidaire, et d'un capital qui s'y adapte, c'est-à-dire d'un capital qui soit patient et capable de financer, au fond, l'innovation sociale et écologique. Voilà, donc ça, il me semble que c'est un point tout à fait crucial. Et le dernier point sur lequel j'aimerais insister un petit peu, c'est la dimension territoriale de tout cela. Parce que le développement de l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord un développement territorial, en fait. C'est pas, je veux dire, on peut pas être dans une logique totalement hors sol. Il faut évidemment des leviers financiers qui soient au niveau national. Tout ça ne peut pas se construire en dehors de l'échelle nationale, voire même de l'échelle européenne, pour une part. Donc ça, c'est évident. Il faut une grande mécanique générale. Mais pour autant, le développement lui-même, lui, se passe sur les territoires. Et d'ailleurs, France Active est organisée de manière décentralisée, bien entendu, pour cette raison, avec l'idée d'aller repérer toutes ces innovations sociales, d'aller capter, au fond, les signaux faibles de cette société citoyenne qui expérimente au quotidien. Et donc, il y a un gros enjeu autour de ce que moi j'appelle la responsabilité territoriale des entreprises. Au fond, l'économie sociale et solidaire, elle doit bien sûr se développer, et c'est l'enjeu du doublement, j'ai envie de dire, des moyens de France Active, mais pas seulement, elle doit aussi embarquer l'ensemble de l'économie. Elle doit avoir un effet levier. Et c'est là, si vous voulez, que la notion de responsabilité territoriale des entreprises, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'à travers les logiques de coopération territoriale, on peut manager la transition écologique. C'est ce que dit l'ADEME, particulièrement. Je sais qu'il y aura des intervenants. Vous avez un scénario 2 dans les 4 scénarios prospectifs de l'ADEME qui parle des coopérations territoriales. C'est le scénario de l'ESS. C'est le scénario le plus efficace du point de vue de la transition écologique et c'est le scénario le plus juste du point de vue des effets redistributifs. C'est le scénario de l'ESS. Donc il y a un enjeu, effectivement, d'avoir des effets leviers particulièrement importants au travers d'une responsabilité territoriale des entreprises qui permettent, à travers des coopérations, de mettre autour de la table des acteurs de l'ESS, bien sûr, mais aussi des acteurs publics et des acteurs privés qui ont besoin eux-mêmes de transformer leur modèle. Il me semble que, dans ce contexte, France Active peut être un maillon tout à fait essentiel pour jouer cet effet levier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir brillamment introduit nos conférences ce soir. Timothée Duverger, qu'on retrouvera tout à l'heure, donc après nos débats pour peut-être un point sur ce qu'il aura entendu et quelques commentaires. Merci d'avoir introduit ces 2 tables rondes donc, qui vont nous occuper maintenant autour des nouvelles approches solidaires qui transforment les approches entrepreneuriales et puis autour des nouvelles coalitions autour de l'entrepreneuriat. On va accueillir maintenant sur scène nos premiers intervenants. Donc on appelle à nous rejoindre Fanny Jérôme, directrice générale adjointe de France Active.
Il y a également avec nous Gérard Le Seul, député de Seine-Maritime. Nous accueillons Jérémy Almosny, directeur de l'ADEME Île-de-France. Luc Delarmina, directeur de l'association Opal, est avec nous également ce soir. Et enfin, Luc Monvoisin, qui est fondateur et dirigeant de l'entreprise Cataba. Bienvenue à toutes et à tous. Et merci d'être là pour ce premier temps d'échange. Et je vais me tourner vers le dernier arrivé sur cette scène. Luc Monvoisin, on a envie de vous entendre nous parler de Cataba et plus largement de votre démarche d'entrepreneur. Vous créez des meubles contemporains avec le soutien d'ailleurs de France Active qui, vous me disiez, est votre premier financeur, si je me trompe pas. Absolument, ouais, c'est ce qu'on disait en préparant cet échange. Et on a fait le choix de vous inviter parce que vous faites la preuve que les critères RSE, l'ESG, enfin tout ce dont on parle quand on parle de finance solidaire ou d'entrepreneuriat solidaire qui peut être parfois un peu abscon, parfois un peu froid, parfois un peu technique, et ben vous pouvez, c'est ce que vous faites, le rendre désirable. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on réussit à faire depuis 2020 vraiment efficacement. Pour vous redonner un petit peu la chronologie du parcours de Cataba et d'abord bonsoir à tous. Cataba, donc c'est un démarrage en 2017 avec l'idée de faire du mobilier local. En pensant que en faisant local, on allait gérer tous les enjeux environnementaux du sujet. Et puis 2018, on commence à travailler avec l'aide de l'ADEME Île-de-France sur l'éco-conception des produits. Là, on comprend que seulement 15% des impacts sont liés au transport, donc on s'intéresse aux 80% liés aux matières premières, et donc on fait bouger encore un peu les choses. Et puis on commence à doucement rentrer dans le circuit du réemploi aussi par la suite. Et bon an mal an comme ça, en essayant simplement de faire bien les choses. Avec un peu de financement France Active, un peu de financement personnel, on a réussi en 2020 à sortir une première collection de mobilier de bureau fabriquée en France, avec des éléments réemploi, des éléments biosourcés, et dont le bilan carbone était 8 fois inférieur à celui d'un mobilier contemporain moyen. Et donc on avait, en 2020, en ayant juste mobilisé des savoir-faire du territoire, en s'étant appuyé sur de la donnée environnementale, et c'est très important d'avoir ça comme donnée de départ, on avait réussi, avec juste nos petits bras, à produire une réponse qui était compatible avec les enjeux environnementaux de l'Europe pour 2050. Donc ça, c'était, je pense, un des éléments marquants de notre progression, et ça, maintenant, c'est notre savoir-faire, et c'est ça qu'on propose à nos clients, et c'est comme ça qu'on accompagne nos clients pour essayer de décarboner leurs pratiques, et notamment des clients de l'immobilier. Et effectivement, le seul moyen d'arriver à donner envie de changer et d'aller vers des produits comme ça, c'est de faire des choses qui soient jolies, qui soient séduisantes, et évidemment qui soient pas plus chères que le marché, parce qu'à un moment donné, le prix reste la première donnée, et ça, on est quand même très content de savoir le faire avec le territoire. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous contentez pas de simplement réduire votre production de déchets. Vous avez également une trentaine d'indicateurs environnementaux sur lesquels vous vous appuyez, et sociaux. Est-ce que vous pouvez nous approfondir un peu plus cette thématique-là ? Alors de tête, je serais incapable de vous donner les 30, mais en revanche, effectivement, c'est un travail qu'on a fait, et là encore avec le soutien de France Active, on a bossé sur l'édition d'une liste d'indicateurs d'impact. On a fait ça avec l'aide d'Impact Track, et ça nous a permis de comprendre véritablement où étaient les effets positifs de notre activité, et ça allait bien au-delà de tonnes de CO2 économisées. Ça nous a permis d'identifier la façon dont une activité comme la nôtre a un impact sur le territoire, mais ça va au-delà de simplement nos interlocuteurs directs, en l'occurrence nos fournisseurs ou nos clients, mais ça va toucher aussi pour les collectivités, comment est-ce que on vient réduire leurs coûts sur le traitement de déchets, puisque du coup on va être capable d'en traiter une partie et de créer de la valeur là-dessus. Ça peut être aussi comment est-ce qu'on va limiter des émissions dans tel ou tel domaine, ou l'augmentation des tailles des infrastructures, puisqu'on est capable d'arriver à traiter
des déchets qui du coup n'ont plus besoin d'être traités, etc. Et donc on va trouver plein de façons de regarder les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques pour notre territoire et pour nos parties prenantes, grâce à ce travail qu'on a pu faire avec Impact Track et qui est effectivement passionnant. Ouais. Quand on parle de responsabilité territoriale des entreprises, vous cochez toutes les cases. Ce que disait tout à l'heure Timothée Duverger, la solution ou les solutions, en tout cas certaines, ne viendront que des territoires. J'imagine que vous validez pleinement. Complètement. Et ce qui est amusant, c'est de regarder quelle est la bonne échelle d'intervention. Et avec le petit recul qu'on a, nous, depuis 3 ans, où on travaille vraiment intensément sur ces questions du réemploi, l'échelle régionale est vraiment intéressante parce qu'il y a généralement un maillage de PME qui est suffisant avec des savoir-faire qui sont déjà existants et qui sont suffisamment nombreux pour pouvoir arriver à trouver des solutions. Ça permet de trouver des solutions logistiques qui restent raisonnables. Et il y a vraiment de belles choses à imaginer dans un territoire comme... alors, nous, en l'occurrence, on agit beaucoup en Ile-de-France avec plus d'une vingtaine de partenaires, mais si je regarde à l'échelle de la France, puisqu'on travaille aussi du côté de Lille ou du côté de Toulouse, on va avoir une quarantaine de partenaires et on a besoin de tous ces acteurs-là. Hein. Quand on fait par exemple nos luminaires en réemploi, sont 6 intervenants différents qui viennent pour constituer cette chaîne de valeur, sont des acteurs qui peuvent être autant des ateliers d'insertion, qui vont avoir cette capacité à s'adapter à des matériaux qui sont... tout à fait protéiforme et qu'on peut pas faire rentrer dans un process industriel classique. Derrière, on va avoir des PME beaucoup plus classiques et qui vont être capables derrière une phase de transformation pour obtenir ce qu'on appelle nous une matière première secondaire, qui vont être capables de remettre ça en œuvre en s'adaptant aux critères un peu particuliers de ces matériaux de réemploi. Et donc, bon an, mal an, en fait, on construit avec ces acteurs-là et on accompagne ces acteurs-là dans la création de ces boucles circulaires. Et c'est vraiment des choses qui sont jouables à l'échelle territoriale et qui seraient impossibles si on devait aller chercher ces savoir-faire aux 4 coins de l'Europe, voire encore plus loin. Alors on aurait envie de vous demander quels sont vos besoins d'investissement. Peut-être qu'on aura le temps de le faire tout à l'heure. Pour l'instant, on va continuer notre tour de table. Pardon ? Avec plaisir, j'ai un sujet là-dessus. Bon. Jérémy Almosny, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'ADEME Île-de-France. Vous connaissez bien Cataba. On a parlé du fait que vous aidez l'entreprise. On voit que l'ESS est un des moteurs vraiment décisifs de la transition. On peut peut-être dire ça comme un propos introductif pour vous ? Alors, c'est clair, bon, déjà merci de l'invitation et puis merci pour ces propos introductifs et d'avoir cité nos scénarios de transition 2050. J'en parlerai brièvement tout à l'heure. Mais vous avez raison de le dire, l'économie sociale et solidaire est au creuset des enjeux du territoire, sociaux, économiques et bien sûr écologiques. Et ça fait clairement partie de l'écosystème francilien. Alors je vais forcément vous donner un regard francilien. 7% des entreprises, 7% de l'emploi francilien. On a vraiment la possibilité de mobiliser l'ESS pour réussir ce pari de la transition écologique et de cette neutralité carbone d'ici 2050 pour notre région francilienne. Alors effectivement, les acteurs de l'ESS et la transition écologique, c'est quelque chose qui s'installe depuis maintenant de nombreuses années. On a élaboré en 2018 avec la CRES un état des lieux des filières de l'ESS qui s'impliquent dans la transition écologique et on a identifié certaines catégories. On a en l'occurrence l'alimentation durable, que ce soit sur l'agriculture bio et de coopération, de lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore tout ce qui est relatif au circuit court. On a pour le coup de nombreuses entreprises de l'ESS qui participent à cette politique publique de construire et de bâtir une alimentation saine et durable pour l'Île-de-France. On a l'économie circulaire, ça a été clairement cité par Madame la Ministre, et puis on a l'exemple parlant de Cataba sur l'ensemble de ses piliers, production et consommation, et puis valorisation des déchets. Là, les acteurs de l'ESS sont extrêmement présents et dynamiques sur le territoire francilien. La mobilité durable, on a un pan assez fort et marqué sur l'Île-de-France sur la popularisation du vélo dans son ensemble, que ce soit sur les sensibilisations, mais aussi sur les enjeux serviciels comme l'autoréparation. On a bien sûr l'habitat durable, aussi un enjeu extrêmement fort en Ile-de-France, de par sa densité, de par son caractère urbain. Et pour le coup, on a des entreprises qui accompagnent à la rénovation énergétique, des entreprises qui font également tout un travail sur la lutte contre la précarité, et puis accompagnent aussi les maîtrises d'ouvrage sur l'intégration des matériaux éco-conçus. Peut-être qu'on peut parler de vos moyens d'intervention à l'ADEME Île-de-France et à l'ADEME de manière générale d'ailleurs. Ça peut intéresser, j'imagine, quelques-unes des personnes qui sont là avec nous. Vous travaillez beaucoup avec des appels à projets, vous intervenez directement aussi dans les projets, vous pouvez même financer des ETP, enfin vous avez énormément de moyens d'intervention. Peut-être que je couple la question avec vos liens avec France Active.
À l'instar de ce qui a été expliqué par mon voisin, on a à l'ADEME des dispositifs qui vous permettent de vous aider dès l'émergence d'un projet jusqu'au changement d'échelle, jusqu'au déploiement de votre solution. Et pour le coup, on mobilise l'intégralité de nos dispositifs relatifs à nos missions de financement, de formation, d'information, de sensibilisation ou d'accompagnement de politiques publiques. Et pour le coup, les acteurs de l'ESS, je vous donne quelques chiffres. Depuis 2021, c'est 150 projets aidés. C'est plus de 13 millions d'euros d'aide mobilisés par l'intermédiaire de l'ensemble de nos appels à projets ou nos dispositifs gré à gré. Et j'insiste, on a certes des priorités régionales qui sont données sur l'économie circulaire en l'occurrence, ou encore sur nos plans d'alimentation territoriaux qui vont donner un cadrage, des appels à projets, mais on est extrêmement ouvert aussi à des approches dites gré à gré. Et on a besoin d'écouter on a besoin d'écouter les attentes du terrain, porté par une structure de ESS ou porté par un territoire, et venir à notre rencontre pour adapter nos dispositifs. Et nous, on est capable finalement de vous aider à soutenir des études, donc pour bâtir une stratégie, structurer des nouveaux produits, réfléchir à votre gouvernance, travailler sur votre déploiement. Au passage, l'aide à la réalisation, donc on peut aider également les investissements, et puis on a cette possibilité d'aider au changement de comportement. Ça va être tout ce qui va être relatif à vos objets de communication et d'information auprès de vos publics pour que l'offre rencontre la demande, et puis pourquoi pas qu'on parle justement de cette intégration territoriale de l'offre de l'ESS. Donc on a tous ces produits qui sont actifs. Le projet de loi de finances se discute en ce moment. On espère avoir là aussi le fonds économie circulaire et le fonds chaleur qui vont s'intensifier, qui pourront là pour le coup aider davantage de structures. Donc 150 en 2 ans. On espère pourquoi pas doubler sur 2023-2024. Alors, on va pouvoir voir avec Fanny Jérôme, directrice générale adjointe de France Active, si ce qu'on dit jusqu'à maintenant valide bien le nouveau projet des actifs solidaires. Fanny Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Donc, ce que vous voulez faire, c'est convaincre les entrepreneurs qui peuvent se lancer dans l'investissement, et on pourrait dire l'investissement à grande échelle, à long terme, pas uniquement pour changer le parc informatique ou la flotte de camions. Oui, on l'a vu, je trouve, dans les exemples. Les entreprises ont besoin d'investir pour mettre en œuvre leur stratégie. Et effectivement, dans l'économie sociale et solidaire, on a des freins que nous, on cherche à lever. Peut-être tout d'abord dire qu'est-ce que c'est l'investissement. L'investissement, finalement, c'est de dépenser de l'argent tout de suite pour un gain ultérieur. Donc, finalement, c'est un peu un pari, parce qu'on ne sait pas si on aura un nouveau marché ou si on aura bien la baisse des dépenses qu'on a prévues dans le cadre de cet investissement. Donc, forcément, ça fait un petit peu peur. On a en plus un aspect un peu culturel dans le secteur, c'est-à-dire qu'on aime bien le système D. Moi, je travaille dans un réseau associatif, et même à France Active, on aime bien le système D, et on a du mal du coup à sortir de ça. Or, forcément, on se limite en fait. On va se limiter dans la mise en œuvre. Je donne des cours à la fac et face à des dirigeants associatifs, et ils me disent toujours la même chose. Ils me disent oui, mais bon, nous on n'a pas de moyens, et voilà. Et en fait, il y a des grosses entreprises privées lucratives qui arrivent sur le marché, et du coup, elles prennent des parts de marché, et nous on se retrouve avec des choses plus difficiles à faire et sans péréquation. Et je leur dis, la différence, c'est qu'ils mettent de l'argent sur la table, et il faudrait qu'on arrive aussi à faire ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à investir dans nos structures de manière à pas fatiguer nos salariés et puis du coup à avoir un outil de production qui nous permette de garder notre position. Il y a un vrai enjeu là d'ailleurs, pardon de vous couper, mais il y a un vrai enjeu sur la qualité de l'employeur et sur aussi la marque employeur peut-être, mais en tout cas sur le bien-être dans l'entreprise. En fait, je vais te défendre quand même en tant qu'employeur associatif. Finalement, l'économie sociale et solidaire, elle est face à beaucoup d'enjeux en fait. Il y a la question de la transition écologique dont on va parler. Elle est face effectivement à des emplois qui sont pas toujours attractifs, ou en tout cas, on n'a pas financièrement toujours les moyens de rendre les emplois attractifs. On a des enjeux d'investissement dans les systèmes d'information. Si on prend la part juste associative, donc les associations, ça représente 80% de l'économie sociale et solidaire. La moitié de leur budget, c'est de l'argent public. On sait aujourd'hui les tensions qu'il y a sur l'argent public. Donc finalement, elles sont face à des sacrées transformations qu'elles doivent conduire. Et pour ça, elles vont devoir penser des nouveaux modèles économiques. Et il faut qu'elles arrivent à penser des nouveaux modèles économiques tout en sauvegardant leur utilité sociale.
Et ça, c'est quand même les grands enjeux qui nous traversent. Et nous, on pense que c'est possible à partir du moment où la structure va avoir une bonne stratégie et où elle va avoir les moyens de la mettre en œuvre. Et tout le débat aujourd'hui, c'est finalement comment on se donne les moyens de cette transformation-là. Donc il faut beaucoup d'argent. Il faut de l'argent, mais moi je pense qu'ici aussi, on peut innover dans la manière dont on va investir. Voilà, on a sans doute d'autres moyens de faire. Moi aussi, j'adore le scénario 2 de l'ADEME sur la question de la coopération. Je crois qu'on a des vraies valeurs, en fait. Et y compris dans l'investissement, on peut aborder les choses d'autres manières. Peut-être qu'on peut investir dans nos ressources humaines. Peut-être qu'on peut investir, en fait, dans la coopération. Et le penser en tant que tel, en tant qu'une valeur immobilisée. Voilà, donc on a des choses à imaginer là-dessus. Les entrepreneurs qui viennent vous voir, est-ce que vous les voyez également changer et évoluer au fil du temps ? Alors oui, alors il y a 20 ans, il y a un dirigeant associatif qui m'avait dit que quand je plaçais l'argent, donc ils avaient un peu de trésorerie, et quand il dit je plaçais l'argent, mon conseil d'administration, il était dans une grosse structure du médico-social. Il disait, mon conseil d'administration me disait, ah, c'est mal, faut pas placer, c'est le grand capital. Bon, il dit aujourd'hui, il y a plus de débat, quand on a un peu de trésor, on la place, ça fait un peu d'argent à la fin du mois. Donc il y a plus ces débats-là. On n'a plus non plus ces débats sur, finalement, on arrive à prêter assez facilement. Voilà, on renouvelle la flotte de véhicules assez facilement. On sait qu'à des moments, il faut qu'on puisse rénover aussi le bâti. Donc on est rentré dans ces logiques-là. On ne pense pas suffisamment en vision pluriannuelle et on ne se donne pas suffisamment cette vision de transformation de nos structures. On peut peut-être revenir à notre premier invité, Luc Monvoisin. Vous disiez il y a un sujet là sur l'investissement à venir à Cataba. J'imagine que vous vouliez aussi ouvrir peut-être un thème ce soir. Ouais, pour partager quelques réflexions ou problématiques propres à Cataba. Cataba, c'est une structure donc que j'ai montée en 2017. En gros, aujourd'hui, on a contracté autant de dettes que j'ai mis de comptes courants d'associés ou de capital dans la structure. Et puis on a réussi à aller assez loin sur notre preuve de concept, etc. On a fait une très belle année 2022 où on a multiplié par 3 et quelques notre chiffre d'affaires. Donc ça se passe bien, ça avance bien. Et puis là, on prend de plein fouet en fait la crise de l'immobilier et en fait on a vu tout le marché se ralentir. Alors on a la chance d'être sur le réemploi qui est plutôt le sujet qu'a le vent en poupe, mais néanmoins on pâtit de ça avec une expérience qui est celle d'un entrepreneur jeune entrepreneur qui du coup voit pas forcément le coup venir et vient pas affaler la toile pour faire face à la tempête au premier coup de vent et il se dit bah non on reste sur notre stratégie d'investissement, etc. Et là on se retrouve dans des situations où on a des problématiques de refinancement et évidemment des structures qui sont dans l'expérimentation, qui sont en croissance, etc. Elles ont pas ce matelas de trésorerie qui leur permet de faire face à ce genre d'événement et du coup il y a une vulnérabilité des structures innovantes, plutôt low-tech, etc. et donc qui n'ont pas forcément un gros capital derrière elles. Et je pense que de ce côté-là, on a un sujet sur lequel réfléchir et parce que enfin, je me dis, et c'est pas, j'espère, une preuve d'orgueil que de dire ça, mais on a fait avancer des choses, on a prouvé qu'il y avait moyen de faire des choses intéressantes pour la transition écologique. Si demain Cataba s'arrête, il y a peut-être des gens qui reprendront, mais sinon ça s'est paumé, et c'est paumé pour tout le monde. Et je me dis, voilà, enfin. Le sujet, je pense qu'on en est tous là quand on entreprend dans l'ESS. C'est pas pour s'appeler Bill Gates à la fin de notre carrière, c'est plutôt parce qu'on croit que l'entreprise est aussi ou l'associatif est aussi une solution pour pouvoir faire bouger des lignes. Et du coup, comment est-ce qu'on préserve les initiatives, tout ce qui a été inventé, créé quand il y a des crises qui tombent? Une réponse peut-être de Fanny Jérôme. Je ne sais pas si je vais répondre et puis à ce sujet. Ou quelques pistes. Oui, je vais peut-être dire un petit mot sur la manière dont on réfléchit, enfin dont on travaille aujourd'hui l'évolution de notre offre. On se dit finalement deux choses. On a envie, en fait, de monter un petit peu la chaîne et de renforcer l'appui qu'on peut faire sur toute la partie investissement. Finalement, nous aujourd'hui, quand la structure elle vient nous voir, normalement elle a sa stratégie, normalement elle a réfléchi à ses investissements, et nous on intervient en fait sur la partie financière. Or, on voit bien qu'il y a un enjeu de sensibilisation. On voit bien aussi qu'il y a un enjeu d'accompagnement en fait à l'investissement. Quand on fait des bons choix d'investissement, on assure la pérennité de sa boutique. Quand on fait des choix d'investissement erronés ou en tout cas mal conduits, on se prend des murs de dette dans lesquels on va pas avoir justement ce fameux retour, ce retour-là.
Et puis, quand on n'investisse pas, malheureusement, on périclite doucement. Donc, nous, on voit bien qu'on a besoin, en fait, d'arriver à beaucoup mieux conseiller, en fait, bien en aval, en amont, l'entrepreneur sur la partie investissement. Et puis, plus en aval, c'est aussi comment est-ce qu'on suit ces investissements, à quel moment, à des moments, on arrête, comment on réoriente aussi son activité. On voit bien qu'on a ces débats-là dans la mise en œuvre, en fait, de l'investissement. On peut dire quelques mots en détail des actifs solidaires, de cette nouvelle offre que vous lancez donc à France Active, et puis c'est plus qu'une offre, une démarche. Alors voilà, c'est une démarche. On va être vraiment sur tout l'accompagnement de la chaîne de l'investissement. On cherche aujourd'hui à sensibiliser les structures, on va les accompagner, donc on va vraiment faire, il y aura des webinaires pour des plus petites structures, pour des plus grosses structures. On va avoir une démarche pédagogique sur toute la partie choix d'investissement. Nous, on veut vraiment renforcer toute notre fonction de financeur. Voilà, donc on veut penser notre tour de table. On a repensé aussi nos modes d'intervention. Je pense qu'il y a eu des sujets sur comment on est plus patient, donc on va faire des différés beaucoup plus longs. On va accepter aussi d'intervenir de manière plus longue que ce qu'on faisait. On était beaucoup sur 5 ans, on va monter à 7, 10 ans sur certains projets. Parce qu'on voit bien que quand on est sur des projets innovants, on a besoin de temps pour arriver à positionner le modèle et est-ce qu'on ait des retours en fait de ce modèle-là. Et puis il y a un dernier point qui est toujours un fond de débat, mais qui est finalement notre histoire. On est lié en fait à l'épargne solidaire et notamment l'épargne salariale solidaire, qui est liée du coup, elle, à l'agrément ESUS. Alors c'est un nom un peu barbare, c'est entreprise solidaire d'utilité sociale. Et la loi, elle dit quoi sur les entreprises solidaires d'utilité sociale? Que le modèle économique, finalement, il est obéré par l'utilité sociale. Donc pas facile, il faut que je trouve des financeurs, alors que mon modèle économique, il est obéré par mon utilité sociale. Et donc nous, on est financeurs solidaires. Notre enjeu, c'est aussi d'apporter des financements finalement qui s'adaptent à des rentabilités qui sont souvent faibles dans le secteur. Et donc on fait un choix, malgré l'augmentation des taux, de rester sur des taux qui soient acceptables pour des projets comme cela. Et donc c'est vraiment toute cette démarche-là aujourd'hui qu'on construit et qu'on lance aujourd'hui. On sera tout à l'heure avec Fabien Léonard de Mirova, responsable de l'investissement à impact chez Mirova. On parlera avec lui de gros sous aussi, Fanny Jérôme. Mais parlons culture d'abord avec Luc Delarminat. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Prenez bien votre micro. Vous êtes le directeur d'Opale. Vous, quand vous entendez ESS, vous pensez plutôt culture. Comme ça vous vient directement. Quel type de pôle de ressources êtes-vous chez Opale et en quoi, selon vous, la culture va nous aider à penser peut-être la transition, le monde de demain, va nous donner des capacités? Vaste programme. Vous avez 2 heures. Oui, de répondre en quelques mots. Opale, c'est une culture qui on vous entend plus. On va peut-être intervertir. Voilà. Prenez un fil. Si le fil ne marche pas, c'est que c'est vous le problème, Luc Delarminat. Ce sera embêtant. Ça. Ah voilà. Ouais. Donc déjà merci. C'était juste pour rappeler que Opale finalement chemine avec France Active depuis quasiment ses débuts, donc depuis 30 ans en fait. Donc c'est aussi important dans l'accompagnement j'allais dire aussi cette durée. On a été plusieurs fois accompagnés par France Active et je trouve que c'est un cheminement qui est assez important de compter sur la durée. Après Opale, notre travail finalement, c'est d'accompagner les associations culturelles employeuses en particulier et plus spécifiquement celles qui se retrouvent dans les principes de l'économie sociale et solidaire. Donc d'un côté, on a un pôle ressources sur qu'on appelle culture et économie sociale et solidaire, dans lequel on fait beaucoup d'enquêtes. On fait une grosse enquête tous les 10 ans. On développe pas mal de guides autour du fonctionnement. Alors ça va de choses tout à fait techniques à des choses de fond comme les droits culturels ou des choses qui peuvent être plus conceptuelles ou plus philosophiques. Et puis on est depuis 15 ans quand même centre de ressources culture pour les DLA.
qui est un dispositif d'accompagnement qui est donc sur toute la France, sur tous les départements. Et la culture est particulièrement accompagnée dans ce dispositif, puisque c'est près de 1000 associations employeuses chaque année, et près de 12 000 depuis le début qui ont été accompagnés. Donc nous, on est chargé d'aider, d'outiller les DLA et par rebond, au-delà même des associations, ça peut être aussi des collectivités. Bon, voilà, on a vraiment une fonction de ressources et de valorisation et accompagnement. Voilà. On a tendance à penser peut-être intuitivement et peut-être à tort que le secteur de la culture est un peu le parent pauvre quand on parle d'argent, de financement, de recherche, d'argent frais. Peut-être le secteur obéré deux fois. On disait tout à l'heure l'ESS, on a des finances qui sont obérées. Peut-être que quand on parle de culture, il y a une double peine. Est-ce que c'est une image d'Épinal ou est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans? Oui et non. En fait, c'est vrai que les associations culturelles, moi je parle vraiment de cet endroit-là, c'est-à-dire que dans la culture, il y a, on va dire, les institutions culturelles, le ministère de la Culture, qui a une mission, c'est la démocratisation de la culture, donc l'accès aux œuvres, les industries culturelles, et puis au milieu, je ne sais pas si c'est au milieu en fait, les associations culturelles. Donc ces associations, effectivement, tout budget confondu, c'est 11 milliards cumulés de budget. Donc, effectivement, c'est pas non plus le super secteur. C'est quand même 300 000 personnes qui y travaillent juste dans les associations culturelles. Sur l'ensemble de toute la culture, si on prend les industries et les institutions, c'est près de 700 000. Mais donc là, il y en a 300 000 quand même. Voilà. Donc, c'est un secteur qui est plutôt aidé, on va dire, collectivité locale. Département, région, voilà, on va dire principalement, et un peu par l'État, mais moins, puisque l'État, sa mission est d'aider quand même les institutions. Ce qui est peut-être particulier, c'est que vous parliez de capacité, c'est que nous, c'est plus finalement, quand on voit l'essor, nous, dans cette enquête qu'on fait tous les 10 ans, c'est incroyable la dynamique. C'est-à-dire qu'il y a 350 000 associations culturelles, il y en avait 250 000 il y a 10 ans. Même si avec le Covid, ça a pu peut-être un peu baisser. On avait 30 000 associations culturelles employeuses il y a 10 ans, il y en a 40 000 maintenant. Donc on voit une dynamique. Effectivement, nous, on l'attribue souvent aux capacités, c'est-à-dire l'envie de faire. On se réfère souvent au droit culturel, parce que c'est souvent, au niveau des droits fondamentaux, c'est faire vivre aussi sa culture, c'est la diversité culturelle, c'est avoir le droit de participer aussi. Et je crois que c'est ce qui motive le plus ces gens-là. Donc, c'est effectivement une approche de la culture qui est moins par le produit, on va dire, et moins par la marchandisation de la culture, et plus finalement par l'émancipation, l'éducation, faire humanité en fait ensemble. Et c'est plus ça qui est important. Donc c'est comme dans l'économie sociale et solidaire, pour je sais pas, des gens comme Karl Polanyi, c'est le lien qui précède le bien, quoi. Voilà. Et donc on est plus sur là-dessus. Donc c'est vrai que au niveau investissement, oui, Fanny le sait bien, il y a toujours eu, on monte un projet culturel plutôt par passion ou pour un projet artistique, pour faire vivre son village, son territoire, sa ville, ou pour faire vivre un art ou une expression artistique moins connue, en fait. Donc on part plutôt sur cette donnée-là et moins sur on va monter une entreprise, même si petit à petit c'est des petites entreprises, certes à but non lucratif, mais des petites entreprises. Une réflexion qui me vient, on dit très souvent que, et à juste titre, que la culture c'est le reflet de la société. Ce qu'on trouve dans la culture, c'est ce qui existe déjà de prime abord dans la société. Est-ce que donc en investissant dans la culture, quelque part en influant sur la culture, on pourrait par écho avoir un effet direct sur la société, à votre avis ? Je parle... Souvent, je trouve que les artistes, et même quand on parle de transition écologique, souvent ils nous redessinent l'avenir, ils peuvent avoir pas un coup d'avance sur les scientifiques, mais en tout cas pour nous montrer cet avenir. Et donc c'est vrai que la place des artistes, en tout cas par exemple sur une question comme ça, elle est importante parce que elle va l'exprimer différemment de la technique, différemment de la politique et différemment des sciences. Donc je pense que la culture souvent
quand on voit la dynamique associative dans les cultures, on peut se dire que oui, il y a un reflet de la société qui veut aussi peut-être plus de diversité, plus de participation en tant que vraiment personne et capacité. Donc en ça, oui, j'allais dire, c'est l'aspect plutôt positif, plutôt enthousiasmant qu'on voit en ce moment, plus que quelque chose qui serait précaire. Oui, c'est précaire. Oui, c'est fragile parce qu'on travaille sur projet. Donc on monte un projet, il se termine, il faut en remonter un autre, etc. Donc c'est fragile et précaire, mais en même temps, avec l'accompagnement qu'on a connu ces 20 dernières années, je veux dire, des entreprises qui sont plus solides. C'est quand même plus d'emplois. Et mine de rien, c'est des entreprises qui sont mieux gérées. Quand on a commencé dans les DLA, souvent les premiers accompagnements, quand ça concernait la gestion ou la compta, on était sur des cahiers, hein, des entrées, des sorties, hein, quand même, pour la moitié des associations qui étaient accueillies. Hein. Donc là, on est quand même bien loin de ça. Ouais, donc vous aussi, vous voyez les entrepreneurs changer, comme Fanny Jérôme nous le disait tout à l'heure. On va continuer avec Gérard Le Seul. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes député de Seine-Maritime, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous êtes un militant de l'ESS et des coopératives. Il y a une enquête qui a été menée par plusieurs médias européens, qui a été publiée encore hier, qui nous montre qu'on investit encore énormément dans les énergies fossiles. Les banques françaises, d'ailleurs, sont pas forcément toujours exemptes de reproches par rapport à ces masses d'argent, ces milliards d'argent investis dans les énergies fossiles encore aujourd'hui, en 2023. Rassurez-nous juste, Gérard Le Seul, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est tout petit là, ce soir. Est-ce que la finance solidaire, est-ce que les gros investissements, les grosses masses d'argent dont on a besoin arrivent, se développent, continuent à arriver dans l'ESS ? Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Il est difficile de répondre à la question autrement que, en gros, par les masses qui sont aujourd'hui mobilisées. Nous avons en France une tradition d'épargne réglementée extrêmement forte et ça nous différencie d'ailleurs beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. Et donc, effectivement, il a fallu du temps et je salue les initiateurs de France Active et tous ceux les pionniers dont on fait partie, bien sûr, Claude Alfandéry, mais bien d'autres, Edmond Maire. Et donc, on sait que ça n'a pas été facile de mobiliser finalement les énergies pour avoir une épargne qui soit finalement patiente, pour reprendre l'expression de Fanny, et qui puisse être investie autrement que ou que dans l'économie, on va dire, traditionnelle, effectivement, les énergies fossiles ou d'autres, comme nous pouvons encore le constater régulièrement. Néanmoins, difficile de résoudre la question de la finance solidaire à l'énergie fossile ou pas, parce que les grands défis socio-écologiques ne se résument pas uniquement aux fossiles. Hein. Nous avons des défis sociaux extrêmement importants, des défis liés à l'enseignement, c'est-à-dire à l'inégalité face à l'enseignement et face à l'accès à l'emploi. Nous avons aujourd'hui des inégalités importantes en matière de mobilité. On parlait tout à l'heure de territoire et bien sûr l'économie sociale et solidaire est ancrée dans les territoires, mais nous souffrons aujourd'hui dans nos territoires. Moi je suis élu dans une circonscription qui n'est pas une circonscription urbaine, hein, qui se situe entre Rouen et Le Havre, et je vois bien combien la question de la mobilité individuelle, parce que la mobilité collective est difficile, combien elle peut être un défi pour nos concitoyens et donc un défi pour notre société, un défi pour l'économie sociale, un défi pour le législateur, bien évidemment. Et donc, nous avons beaucoup de défis sociaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse, et je sais que France Active y est sensible. Quand on parle de territoire, et je remercie le propos introductif, nous avons des problèmes d'enclavement, on le sait tous, dans nos bassins de vie, dans nos bassins d'emploi, dans nos circonscriptions. Nous avons aussi parfois des enclavements quasiment régionaux. Et lorsque nous raisonnons France, pensons à nos collectivités et aux départements ultramarins qui ont aussi des enclavements par rapport à la métropole. Or, nous savons combien cette question est très sensible, et je sais aussi combien l'économie sociale
y compris dans l'aide à la création d'entreprises, est puissante et mobilisée dans les territoires et départements d'outre-mer. Mais attention, la mobilité, la territorialité sont des enjeux sociaux extrêmement importants. Alors, c'est pas du tout pour minimiser, monsieur le représentant Jérémy de l'ADEME, c'est extrêmement important, mais vous-même, vous avez bien indiqué tout à l'heure les enjeux sociaux qui sont liés à la transition, j'ai envie de dire, énergétique, écologique et environnementale. On le sait bien aujourd'hui, la question énergétique est très importante. Et pour ne pas être trop long dans le propos, ce qui m'apparaît important, et ça a été dit dans le propos introductif, c'est que jusqu'à présent, et depuis 2 siècles, j'ai envie de dire, l'économie sociale est en capacité de répondre à ces enjeux, aux enjeux d'hier, aux enjeux d'aujourd'hui, y compris dans les productions énergétiques, dans la construction d'une transition écologique, environnementale et énergétique. Et donc, moi, je suis extrêmement confiant sur la capacité de l'ensemble du monde de l'économie sociale à pouvoir se saisir des enjeux et des défis socio-environnementaux et d'y apporter des réponses. Les réponses ne sont pas évidentes, elles sont compliquées. On sait bien que il y a aujourd'hui des réponses multiples qui doivent être apportées. Je pense que le capitalisme, en tout cas pour ma part, je vais oublier de le dire, je suis député socialiste de la Seine-Maritime, le capitalisme n'a pas réussi à régler toutes ces questions de cohésion sociale, de cohésion territoriale. Et donc, bien sûr, le capitalisme est capable de se moraliser, et nous y contribuons tous, si je puis dire, y compris France Active. Et en même temps, on voit bien qu'il y a un peu un autre modèle que représente l'économie sociale, qui, dans sa construction, a intégré, on va dire, la patience de l'investissement, la patience de la rentabilité, et c'est ce à quoi il faut que l'on s'attache aujourd'hui, à dire que face aux transitions qui sont devant nous, nous devons introduire cette patience dans l'ensemble des raisonnements des entreprises, qu'elles soient du coup capitalistes ou du coup d'économie sociale. On entendait tout à l'heure Timothée Duverger nous dire que la loi de l'ESS a 10 ans bientôt, l'an prochain, et que peut-être il faudrait la toiletter, certains le pensent, peut-être pas en touchant l'article 1, on a bien compris, surtout pas. On résiste pas, on a un député sous la main, on résiste pas au plaisir de lui poser les questions, de savoir ce qu'il en pense de cette loi ESS et de ce projet peut-être de la revoir, de l'adapter peut-être aussi au temps présent. Alors, écoutez, pour être très franc, d'abord, j'ai, en tant qu'acteur de l'économie sociale, contribué modestement à la réflexion qui a poussé à la loi de 2014 sur plusieurs volets, pas sur tous les volets, mais sur certains volets, j'étais plutôt actif. Il se trouve que je suis aujourd'hui, après une petite période de transition où pendant 3 ans, je n'ai pas pris de responsabilité dans le cadre de l'économie sociale, puisque j'ai été élu dans le cadre d'une partielle, je venais du monde financier et de l'économie sociale, et donc je ne voulais ni siéger à la commission des finances, ni siéger dans le groupe économie sociale. Mais il se trouve que, passé cette petite période, comment dire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de déontologie, j'ai accepté, ou plutôt même désiré, co-présider le groupe économie sociale. Je dis co-présider parce que nous avons une grande tradition dans l'économie sociale, c'est d'éviter de trop mélanger, on va dire, le côté engagement politique qu'on peut tous avoir, et puis en même temps l'engagement collectif. Et donc j'ai souhaité co-présider avec ma collègue Astrid Pagnosian, députée de la majorité, ce groupe économie sociale, et qui a la particularité que j'aurais refusé il y a quelques années, de s'appeler groupe d'études économie sociale et RSE. Pour moi, c'est une abomination sémantique absolue, mais c'est pas grave, c'est la présidence de l'Assemblée qui l'a décidé ainsi. Et finalement, ça permet aussi d'envisager les porosités qui peuvent exister et qui existent, bien sûr, entre l'économie sociale et la RSE. Alors, pour répondre à votre question, la question, bien évidemment, s'est posée, y compris parce que un des rôles importants de l'Assemblée nationale, c'est pas que de faire des lois, d'ailleurs, il y a trop de lois, mais c'est d'évaluer quand même l'application de la loi qui a été votée il y a quelques années. Et donc, bien évidemment, il faut se saisir de ce 10e anniversaire pour savoir ce que l'on fait, et avant de savoir ce que l'on fait, de savoir comment la loi a été appliquée. Alors il se trouve que nous avons une particularité extraordinaire dans l'économie sociale, c'est d'avoir un conseil supérieur de l'économie sociale, et qui en son sein s'est saisi de cette question, notamment à l'invitation de la ministre précédente, et il y a eu un rapport qui a été remis
il y a quelques semaines maintenant, au Conseil supérieur et à la ministre, rapport rédigé par notre collègue Frédéric Tiberghien, que vous connaissez tous, et nous connaissons tous la rigueur de Frédéric Tiberghien, et donc le rapport sur la loi de 2014 est extrêmement intéressant, pointu sur les manques, les réalisations, les réussites et éventuellement ce qu'il conviendrait de changer. Le Parlement n'a pas fait encore cet exercice-là, mais nous nous nourrirons bien évidemment de ce qu'a fait le Conseil supérieur. Pour répondre très précisément à la question, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille ouvrir la boîte de Pandore. La loi de 2014 est une loi d'équilibre. Il y a peut-être des toilettages ici ou là, mais je ne pense pas qu'il soit utile de dire « nous allons faire la loi bis ». Alors il se trouve que nous en avions parlé avec Marlène Schiappa, qui effectivement était revenue à une position plus modérée sur la réforme de la loi. J'espère, et je salue le conseiller de Madame Grégoire, que nous nous rencontrerons très prochainement, puisque c'est prévu dans le cadre du groupe d'études économie sociale, et nous discuterons très franchement, très aimablement, sur ce qu'il convient de bouger dans la loi, sans doute l'article 2, tu as raison, et en même temps, est-ce que le véhicule sera une loi bis ? À titre personnel, aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Je pense que les petits bougers peuvent se faire à l'occasion de textes plus généraux, parce que si on ouvre par bonne volonté l'article 2, eh bien pourquoi pas l'article 1, et pourquoi pas le 4, et pourquoi pas le 7, et pourquoi... Bon, voilà. Donc ma réponse n'est pas une réponse de Normand, mais c'est une mais c'est une réponse de prudence. Aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il y ait une attente, une demande de la part des acteurs pour réouvrir complètement la loi. Et donc, je me sens, moi, redevable vis-à-vis de l'ensemble des acteurs pour dire grande prudence. S'il y a des bougées à faire, nous les ferons, nous les accompagnerons, mais pas dans un grand soir. Jérémy Almosny de l'ADEME Île-de-France voulait réagir à ça. Peut-être qu'on peut lui poser la question de savoir en tant qu'acteur, ce que vous en pensez. Je voulais juste appuyer le sujet de fin du monde, fin du mois, même combat en fait. On a souvent tendance à opposer ces deux aspects. C'est d'ailleurs ce qui a généré l'épisode des Gilets jaunes en l'occurrence. Et finalement, l'économie sociale et solidaire est au creuset des politiques publiques territoriales telles qu'elles soient. Vous l'avez très bien dit sur la question de l'emploi, sur la question de l'attractivité du territoire, de son inclusion, mais aussi des questions de transition écologique comme j'ai essayé de vous le présenter tout à l'heure. Et justement, c'est presque une question que j'ai envie d'adresser à la salle. Est-ce qu'on a des territoires, on a un parlementaire, mais est-ce qu'on a des territoires présents dans la salle? Des collectivités? Oui, parce que des territoires, il y en a. Ouais. Des collectivités. Il n'y a que ça. Mais non, j'insiste. Volontairement, je mets l'accent là-dessus parce que la question de l'intégration territoriale, elle est fondamentale. On sait bien que dans les difficultés des acteurs de l'ESS, il figure en l'occurrence la question du foncier, la question des critères d'éco-conditionnalité sur les marchés publics qui donnent priorité aux entreprises de l'ESS. Il est important de les mobiliser. Et je pense que dans notre action commune, à l'instar de ce qu'on a porté dans notre scénario Transition 2050, scénario numéro 2, où le contrat social s'établit entre les citoyens et le territoire, justement, vers le modèle commun, et en l'occurrence, l'ESS véritablement apporte une réponse centrale à l'ensemble des enjeux de transition avec un grand S. Je voulais juste signaler cet aspect, c'est la coopération qu'on a avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On sait qu'il y a aussi un enjeu d'essaimage, de faire connaître. On a beaucoup d'initiatives, mais qui ne sont pas forcément connues. 26 000 associations franciliennes dans l'ESS. Souvent, c'est une seule personne. Donc, pour pouvoir ensuite se mobiliser, c'est compliqué. Donc, on a un enjeu de fédérer, de mettre en réseau. Et c'est pour ça qu'on a justement, avec la CRES, établi tout un plan d'action autour de fiches d'initiative, de REX, qui sont à la fois utiles pour les acteurs de l'ESS, mais aussi pour les territoires, qui seront elles aussi en capacité d'accueillir de la meilleure des manières les collectivités. Et puis, dernier point de conclusion, je voulais juste remercier encore à nouveau, décidément, France Active pour cette invitation, parce qu'on est des financeurs de la transition
écologique et de l'économie sociale et solidaire, et on a tout intérêt finalement à assurer une véritable complémentarité en amont, en aval des projets, et on est vraiment à disposition pour renforcer ce partenariat et rendre davantage lisible l'offre vis-à-vis des acteurs de l'ESS. Merci beaucoup, Jérémy Almosti. Je crois qu'il y a Luc, mon voisin, qui voulait réagir. Je vous donne vraiment 20 secondes parce qu'on a une deuxième table ronde qui arrive juste après. Pardon pour ça, mais... Non, bien sûr, je vous en prie. 20 secondes, donc j'essaie d'être concis et efficace. Bon, on sait qu'on fait de l'ESS, c'est pour essayer de faire de l'économie autrement. J'entends parler de capital patient et je me réjouis de ça. On sait tous que c'est important pour pouvoir ancrer des changements et des activités dans les territoires et dans l'économie. Mais on sait aussi qu'on fait face à une urgence climatique, à des bouleversements qui réclament des changements importants. On sait que pour ça, on a besoin d'innovation, d'expérimentation. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est la place de l'ESS et de ses financements propres que d'être un acteur de ce changement-là? Et si oui, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour gérer le risque? Parce qu'en réalité, pour faire ça, il y a du risque, donc potentiellement il y a de la casse. Est-ce qu'on sait financer ça? Et bon, on va poser la question à nos prochains invités, puisqu'on va parler de coopération. Et n'y voyez pas une pirouette. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Alors nous allons donc appeler à nous rejoindre maintenant Marion Lecam, directrice de l'offre de services à la Mutualité sociale agricole. Nous accueillons également Denis de Menton, directeur général de France Active. Est appelé à nous rejoindre Christophe Janter, qui est le directeur de la cohésion sociale à la Banque des Territoires. Bonsoir. Est avec nous également Fabien Léonard, directeur de l'investissement à impact chez Mirova. Et enfin Aurélien Garando, directeur financier de l'entreprise Mobidis. Merci d'être là. Et avant peut-être de vous retrouver et de vous poser des questions, on en a beaucoup, vous avez compris. Hein. On va peut-être entendre un mot de Pierre Chicoine qui est dans la salle. Voilà, qui est là. Pierre Chicoine, bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis merci de nous accueillir, surtout puisque vous êtes le responsable du développement chez Plateau Urbain qui nous accueille aujourd'hui. Césure, c'est ce lieu d'invention de nouveaux possibles qui est géré par Plateau Urbain. Pierre Chicoine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis membre de la coopérative Plateau Urbain et je suis venu vous parler brièvement, je vous rassure, d'immobilier solidaire et d'ESS. Pour cela, je vous souhaite la bienvenue dans notre projet de césure dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Pour être bref, Plateau Urbain, c'est une coopérative d'immobilier solidaire et d'urbanisme transitoire. Notre travail, c'est de mobiliser des espaces vacants en ville pour les mettre à disposition à des structures qui en ont besoin. Nos projets sont par essence mixtes. Ils regroupent des structures de l'ESS, des associations, des artistes, des jeunes entreprises qui s'y côtoient et travaillent ensemble. Au-delà de ces grandes colocations d'activités que nous créons, nous essayons, à chaque fois que c'est possible, de convier des acteurs de la solidarité, mais aussi d'ouvrir nos tiers-lieux au public, afin que cet écosystème que nous essayons de créer soit le plus large possible. C'est exactement le principe de ce lieu dans lequel vous vous trouvez, et où de nombreuses structures de l'ESS ont leurs locaux et que vous soutenez sûrement. Nous sommes ici dans l'ancien site Censier de l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et en attendant que les travaux de réhabilitation assez lourds, vous avez pu le voir, commencent, l'EPORIF, qui est l'établissement public foncier qui gère le foncier de l'enseignement supérieur en Île-de-France, nous a confié la gestion de ce bâtiment qui fait quand même 25 000 m². Aujourd'hui, c'est 200 structures qui y travaillent, et ils travaillent ensemble. C'est 2000 étudiants par jour, une cantine qui a été aménagée et aujourd'hui gérée par nos partenaires de Yes We Camp, et toute une programmation axée autour de la transmission des savoirs. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et je pense que c'est un très bon moment pour montrer que ce bâtiment est l'exemple même du besoin en locaux d'activité des structures de l'ESS. Nous avons mis à disposition donc les 25 000 m² présents ici à ces 200 structures en seulement 6 semaines. Plateau Urbain, on gère 115 000 m² en France et notre plateforme qui regroupe les demandes en locaux des structures, il y a encore une demande de 700 000 m². Le besoin en local pour les structures de l'ESS est prégnant aujourd'hui et je voulais juste rappeler qu'en soutenant l'immobilier solidaire
et accessible, vous soutenez le développement de l'ESS et vous maximisez l'impact de vos investissements. L'immobilier, ça demeure un levier fondamental pour le développement de l'ESS. Voilà, n'hésitez pas à venir, la cantine et l'ensemble de notre programmation vous accueillera quand vous le souhaitez. Nous avons un site internet césure.paris et n'hésitez pas à revenir. Merci. Merci beaucoup Pierre Chicoine, merci pour votre accueil. Et merci à double titre, puisque vous nous accueillez ce soir pour cette conférence, mais vous accueillez aussi les locaux de l'Onde Porteuse. Et on est très heureux d'être ici. Merci pour ça. Même si on paye un loyer, par ailleurs. Une redevance, pardon. Merci beaucoup. Bonsoir Marion Lecam. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'offre de service à la Mutualité sociale agricole, qui n'est pas qu'un organisme de protection sociale comme certains distraits pourraient peut-être le penser. Vous avez aussi, conformément aux missions d'ailleurs qui vous sont données par le Code rural, un certain nombre de missions. Vous créez aussi, c'est peut-être moins connu, des structures de l'ESS. Racontez-nous. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins connu parce que voilà, le deuxième régime de protection sociale en France, ça couvre les agriculteurs. Jusqu'ici, à peu près tout le monde suit. Et effectivement, dans le Code rural, il y a une petite particularité, c'est que dans les missions de la MSA, il y a la réponse et la création d'activités et de structures en réponse aux besoins des territoires ruraux. Donc bien au-delà des ressortissants de la MSA. Et donc depuis quelques dizaines d'années, la MSA contribue à créer des structures de l'ESS dans les territoires ruraux et on a des résidences autonomie, des villages vacances, des structures d'insertion, c'est très varié. Mais la MSA continue aussi à être financeur et acteur du développement des territoires. Ouais. Alors, quand vous entendez parler de responsabilité territoriale des entreprises, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ah ben nous, on est en plein dedans sur la responsabilité territoriale des acteurs et la MSA est un acteur territorial. Et moi, j'entends aussi solidarité et dans ce qu'évoquait Timothée Duverger tout à l'heure, c'est fondamental. La MSA a créé, alors historiquement un peu seule, parce qu'elle avait les moyens de le faire. C'est un peu fini, et que pour répondre aux besoins des territoires, il faut qu'on aille avec les autres en coopérant sur les territoires. Est-ce que c'est d'autant plus important qu'on se situe en milieu rural de soutenir les entrepreneurs et d'écouter les territoires ? C'est d'autant plus important que les besoins peuvent être un tout petit peu particuliers. C'est aussi important parce que les acteurs de l'ESS sont un peu plus isolés. Et pour reprendre ce que disait Fanny tout à l'heure sur l'ambition, c'est, je crois fondamentalement, parce que on accompagne un certain nombre au quotidien, qu'il y a un espèce de frein psychologique à dire je peux avoir de l'ambition et je peux le faire, et que on est en face aujourd'hui de grands défis. Enfin, j'étais tout à l'heure dans une audition sur le PLFSS et je parlais résidence autonomie. Aujourd'hui, on a des résidences autonomie qui ont des besoins de rénovation énergétique, parce que sans ça, elles se prennent un mur de factures qui compromettent leur modèle. Donc aujourd'hui, comment on fait ? Personne ne peut faire tout seul. Donc on ne peut faire qu'en coopération. Et si on ne le fait pas, les solutions pour les habitants des territoires ruraux, ils vont tomber. Ouais, les transitions concernent tout le monde. Voilà. On peut le dire aussi comme ça. Merci beaucoup, vous restez avec nous évidemment. On accueille Denis Demonton, le directeur général de France Active. Merci d'être avec nous et merci d'avoir organisé cette conférence. Comment est-ce que vous prenez en compte le terrain ? On vient de parler là de territoire, de terrain de jeu. On peut évoquer peut-être Bruno Latour très rapidement, terrain de vie, territoire, terrain de vie. Comment est-ce que vous prenez ces remontées là des territoires pour mettre en place vos actions, pour travailler. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a 35 associations locales à France Active et il y a 35, c'est ça, associations aussi, caisses territoriales pour la MSA. Vous êtes fait pour vous entendre, du coup ? On ne s'est pas concerté, puis j'imagine qu'on doit avoir des géographies qui ne se recouvrent pas complètement, mais il y a un principe de base à France Active, c'est qu'on est d'abord un réseau associatif territorialisé. La structure que je dirige, c'est la partie nationale qui gère les outils financiers, qui anime, qui a une fonction de tête de réseau, mais le travail avec les entrepreneurs, avec les associations et avec la grande majorité des partenaires, il se fait sur des territoires autour de problématiques territoriales. Ça a été pris en compte dès la création de France Active, qui a été créée d'abord comme une association nationale, mais qui très vite a constitué des partenariats locaux avec des acteurs du territoire, des acteurs économiques, des collectivités territoriales systématiquement, et puis des acteurs financiers locaux. La plupart des banques
avec lesquels on travaille ont des structures territorialisées. Donc c'est vraiment une action qui est nationale, mais qui est interprétée à l'échelle de chaque territoire et en fonction des besoins. Vous citez les collectivités locales, vous avez raison, il ne faut pas oublier l'argent public, parce qu'on parle beaucoup d'argent privé là depuis tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier non plus qu'effectivement on a besoin d'argent public, il ne faut pas que l'État disparaisse ou que les collectivités disparaissent quand on parle de coalition. Alors oui, on a un modèle économique qui effectivement intègre des financements publics, on a un soutien de certains acteurs publics, historiques et fidèles de la Banque des Territoires, historiques et fidèles de l'État, sur le fonds de cohésion sociale par exemple. Donc ça c'est ce qui nous permet, on a parlé tout à l'heure de modèle économique et d'outils de financement qui puissent s'adapter à des modèles économiques qui ont des rentabilités faibles, qui ont des niveaux de risque, ça a été dit aussi, qui parfois sont importants. Donc on a besoin d'avoir, pour pouvoir faire ce travail des financements publics. Mais quand je parle des collectivités territoriales ou de l'État, c'est pas uniquement une source de financement public, c'est aussi un partenariat avec des élus, avec des politiques publiques qui sont mises en œuvre et dans lesquelles sont encastrées les entreprises et les associations qu'on souhaite soutenir. Donc c'est pas seulement le financement qu'on va chercher, c'est aussi les partenariats de politiques publiques qui sont élaborés à l'échelle des territoires pour la plupart d'entre elles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout ce qu'on dit là depuis tout à l'heure à votre échelle à vous, Denis de Menthon? Comment est-ce que vous pourriez répondre à cette question qui, j'imagine, n'est pas forcément très aisée à prendre comme ça, mais les coalitions, ok, l'ESS, on l'a dit, 200 ans, bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut souligner quand on parle de coalition, quand on parle d'action comme ça, plus proche du terrain, de votre point de vue à vous, de directeur de France Active? Je vais parler pour France Active. Il y a aussi un contexte autour, avec une certaine urgence. Quand Claude Alphandéry a créé France Active, on avait une urgence sociale, le chômage de masse, nécessité d'aller chercher des personnes qui étaient durablement exclues de l'emploi et de construire des solutions. Aujourd'hui, on a un cumul, on a vraiment l'impression d'avoir un cumul d'urgences. L'urgence sociale existe encore, quelle que soit la situation de l'emploi. L'urgence écologique et climatique est monumentale. L'urgence démocratique est importante. Quand on parle des entreprises dont on parle, c'est aussi ça le sens de nos partenariats. C'est d'aller chercher aussi des espaces où des projets vont être construits par les gens qui vont en bénéficier. Donc il y a ces trois dimensions-là. Et donc, je dirais que c'est pas nouveau. On a des défis qu'on connaît. Quand on parle d'environnement, l'ADEME n'a pas été créé la semaine dernière. Pour autant, on sent qu'on a aujourd'hui besoin de conduire des actions de manière massive, plus massive que ce qu'on a pu expérimenter. Et donc, ce qui change pour nous, c'est d'abord la conviction que ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années avec un ensemble de partenaires fonctionne plutôt pas si mal. L'ensemble des partenaires qui sont dans la salle aujourd'hui sont pour beaucoup d'entre eux des partenaires fidèles. Ça prouve que ce qu'on fait ensemble fonctionne pas mal. Mais il faut qu'on s'appuie sur ces savoir-faire pour vraiment amplifier, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Quand Fanny disait tout à l'heure, aller chercher, c'est aussi qu'on sait qu'on a ces entrepreneurs, on sait qu'on a ces dirigeants d'associations. Il faut qu'on les aide à passer un cap et à basculer. On a les outils pour le faire. Financiers, on en a une partie de la réponse. Si on a des financiers avec nous, c'est qu'on n'a qu'une partie de la réponse et qu'on le construit ensemble. Mais il faut aussi qu'on ait un ensemble de partenaires, MSA, avec qui on commence à travailler, même si on se connaît depuis un certain temps, qui apportent des bouts de réponse. Et il faut vraiment qu'on travaille, sinon on va continuer chacun à faire des choses pas si mal dans notre coin, mais là je pense qu'il faut vraiment qu'on accélère. Il y a aussi un enjeu de communication, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure un peu par Timothée Duverger aussi. Il faut aussi faire savoir et faire connaître tout ce qu'on fait, tout ce qui existe finalement. Oui, alors on va déjà, on commence aujourd'hui, on va décliner ça dans plusieurs régions. Il faut communiquer, on a des canaux de communication qu'il faut qu'on utilise à plan. Je pense que les réseaux de l'économie sociale et solidaire et les réseaux d'entreprises au-delà de l'économie sociale et solidaire sont aussi des réseaux qui permettent d'amplifier la compréhension de ce qu'on fait. On multiplie à l'appel de Claude Alphandéry et avec l'impulsion de Pierre-René Lemay aujourd'hui des clubs d'entreprise sur les territoires. C'est aussi une manière de faire savoir, au-delà des communications plus traditionnelles qu'on va pouvoir faire, ce qu'on peut arriver à construire et comment est-ce qu'on peut amplifier tout ça. On va continuer à parler de partenariat. On va se tourner vers vous. Christophe Jeanter, bonsoir. Et merci d'être là. Bonsoir. Directeur de la cohésion sociale à la Banque des Territoires. Vous venez d'être cité par Denis de Menthon. Vous êtes un partenaire historique de France Active. Vous êtes même
cofondateurs. On a un des cofondateurs. On a évoqué Claude Alfandéry, mais voilà, la Banque des Territoires, c'est aussi la Caisse des dépôts, évidemment. Vous êtes par nature un investisseur minoritaire. Vous avez besoin des réseaux. Quand on parle de coalition, vous connaissez par cœur. Alors coalition, c'est un peu notre raison d'être, parce que comme on est minoritaire, on n'investit jamais tout seul, et donc on a besoin de faire coalition avec d'autres investisseurs. Tout à l'heure, on parlait de maillage territorial. On a 37 implantations en ce qui concerne la Banque des Territoires. Pardon, c'était la petite joke. Mais tout ça pour dire que le territoire est bien maillé avec plein de partenaires de qualité. Donc, et une fois de plus, il est certain que les projets ils naissent sur les territoires et qu'il faut aller les sourcer, les faire grandir. Et puis ils naissent sur un territoire, mais ils ont le droit de rayonner sur d'autres territoires aussi. C'est ce qu'on appelle l'essaimage, et c'est ce qu'on essaie de faire avec tous nos partenaires. Donc oui, sur cette nouvelle offre de France Active, les actifs solidaires, on se sent actif solidaire, et pas parce qu'on a été un des cofondateurs il y a 35 ans maintenant, le temps passe vite, mais de France Active. La Banque des Territoires, c'est le groupe Caisse des Dépôts. La Caisse des Dépôts, il porte l'intérêt général, et c'est pas Pierre-René Lemas qui me démentira en tant qu'ancien directeur général du groupe Caisse des Dépôts. Faire coalition, c'est important. Et jouer collectif, et ce terme il est repris souvent par le think tank du Rameau, qui est porté par Charles Benoît-Ixig. C'est important parce que quand on joue collectif, on a forcément chacun un certain nombre de contraintes. Il y a des investisseurs qui vont être plus ou moins long terme. Il y a des investisseurs qui vont pas pouvoir forcément mettre les mêmes tailles de tickets. Certains pourront mettre moins de 200 ou 300 000 euros, à l'image de France Active, et c'est précieux, tandis que d'autres pourront investir à hauteur de plus de 300 000 euros. C'est un peu notre cas. Donc faire coalition, ça permet aussi de gommer ces disparités. Les horizons d'investissement, j'en ai parlé, plus ou moins long terme. Les thématiques d'investissement, les investisseurs, les fonds d'investissement, ce qu'on appelle aujourd'hui les fonds d'impact, ils interviennent pas tous sur les mêmes thématiques d'investissement. Donc quand on fait coalition, ça permet une fois de plus d'animer ce collectif et de pas toujours retrouver les mêmes dans les tours de table en fonction des projets. Et puis coalition, en fait, c'est pas que sur l'investissement, c'est aussi sur l'accompagnement en amont. France Active, une fois de plus, joue un rôle très important. Je crois que c'est sous ton contrôle, Denis, un tiers des collaborateurs de France Active qui font de l'accompagnement. Et une fois de plus sur tous les territoires. Et cette coalition, elle doit aussi jouer sur cet accompagnement amont. On a un certain nombre de partenaires, je ne vais pas tous les citer, mais l'AVIS, les CRES, les chambres régionales de l'ESS qu'on a citées tout à l'heure, bien sûr. Et tout ça, on doit faire effectivement coalition pour, une fois de plus, faire naître des projets d'investissement territoriaux, à des stades, on va dire, plus ou moins d'amorçage. Et puis, pour d'autres projets, faire en sorte qu'ils se développent sur leur territoire, mais aussi sur d'autres territoires. Tout le monde a sa place. Également avec nous ce soir, Aurélien Garando. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. De l'entreprise Mobidis, que vous avez financé d'ailleurs, c'est ça, Christophe Jeanter, et puis aussi France Active. C'est une coalition qui est venue à votre... Exactement. Et Plateau Urbain. À votre chevet, vous en êtes le directeur financier de Mobidis. En quelques mots, peut-être Aurélien Garando, Mobidis. Oui, Mobidis, donc c'est une start-up de l'EdTech, donc éducation et technologie. La mission de Mobidis, c'est rendre accessible la lecture à tous, et particulièrement au public qui sont qui ont des troubles 10. Aujourd'hui, il y a 2 élèves par classe qui ont des troubles 10, donc c'est 100% des enseignants qui sont confrontés. Le Mobidis s'inscrit dans l'article 4 du développement durable des Nations Unies, permettre une éducation de qualité à tous. Donc c'est vraiment la mission de Mobidis, et globalement, donc on a développé une technologie, des outils qui rendent la lecture facile, qu'on distribue au travers de catalogues de livres auprès des bibliothèques, des écoles, collèges et lycées. Donc c'est la mission de Mobidis, et aujourd'hui donc on est installé à Nantes. On développe sur toute la France, mais aussi au Canada, et on attaque là on a un objectif d'attaquer l'Espagne et l'Italie là dans les prochains mois et années. On parlait d'essaimage, c'est bien parti du coup. Ça va.
comment est-ce que vous mesurez l'impact? Parce que ça, c'est la vraie question en fait qui se pose quand on parle d'investissement solidaire. Il va falloir parler d'impact. Oui. Comment on le mesure? Comment éviter l'impact washing aussi qu'on peut peut-être parfois reprocher à certains acteurs? Ça, c'est une vraie question importante. C'est une vraie question qu'on rencontre. Ça fait partie. Donc aujourd'hui, effectivement, en tant que Mobilis, on est ESUS, on est entreprise à mission, et le sujet de l'impact, on a une salariée qui est dédiée à ces sujets-là, à mesurer l'impact. Nous, l'impact, globalement, ça va être sur notre mission, c'est que les faire lire les élèves. Et globalement, on va mesurer les taux de lecture, les taux d'ouverture de livres de nos différents élèves. Donc, c'est ce on va mesurer la portée. Et aujourd'hui, on a une portée sur 400 000 élèves. Et c'est vraiment un indicateur qu'on va essayer de suivre au quotidien. Et c'est cet indicateur qui s'inscrit dans la mission de Mobilis. Et donc, effectivement, quand on parle d'impact, nous, on a cette mission de rendre de permettre de rendre la lecture accessible à tous. Et c'est vraiment, entre guillemets, l'impact qu'on va suivre, quotidiennement, mais mensuellement. Oui, parce que vous me disiez en préparant cet échange que si on fait de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est votre cas, si on fait de l'impact, si on est dans le ESS, souvent, parfois, on peut avoir ce genre de reproche qui nous arrive. Vous faites un petit peu trop facilement des choses à la mode, on va vous financer et puis on regarde pas trop ce qui se passe. Oui. Ça, c'est un vrai danger à votre échelle à vous et selon votre point de vue, mais de manière un peu globale aussi. En fait, de manière globale, en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus, de fonds impact qui arrivent sur le marché pour financer, de différentes startups, différentes structures. Et effectivement, le risque qu'il peut y avoir, c'est que derrière, entre guillemets, on va pouvoir pousser des dossiers à impact. Et si derrière, il n'y a pas d'enjeu de mesure d'impact qui soit concret, c'est un vrai risque, entre guillemets, d'aller sur de l'impact bashing. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet qu'on peut rencontrer et du coup, effectivement, de se dire d'axer, entre guillemets, les financements, surtout le post-financement, l'accompagnement post-financement sur ce suivi de mesures d'impact, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, pas pour Mobilis, mais au sens, global de la société, je pense que c'est important. C'est un sujet pour vous, ça, Denis de Menton, en tant que directeur de France Active, l'impact washing? Oui, bien sûr. En fait, on sait qu'il faut faire plus. Mais il y a deux manières de faire plus. Soit on se dit finalement, on va prendre plus de projets, donc on va élargir, on va abaisser les standards d'une certaine manière. Il y a plein de bonnes intentions chez plein d'entrepreneurs. Donc, Fanny parlait de l'ESUS tout à l'heure, c'est un agrément qui est utile pour ça, parce qu'il dit des choses, il oblige à écrire des choses dans les statuts. Si on abaisse progressivement les standards, alors c'est une manière d'ouvrir un marché. Au passage, pour un certain nombre, d'ouvrir un marché vers des structures qui seront potentiellement un peu plus rentables. Et donc, on a des vrais effets d'éviction. Donc, c'est existentiel pour, on va dire, la poursuite de ce qu'on fait, d'être ferme sur ces questions-là. Alors, être ferme, c'est mesurer, mais c'est pas seulement avoir des grilles pour vérifier. Ça, on le doit aux épargnants, hein, on le doit aux financeurs en général, de bien tracer les impacts, de bien tracer la recherche d'impact. Mais c'est utile également de pouvoir aider les dirigeants de ces structures-là à bien rester dans la ligne de ce qui a généralement fondé leur entreprise et l'impact qui est recherché. Et donc c'est aussi cet accompagnement-là en amont, pendant l'investissement, comment on choisit des investissements, certes, qui vont permettre de conforter le modèle économique, mais qui vont aussi, et au moins autant, permettre de maintenir, voire de renforcer l'impact social. Donc c'est pas seulement faire plus pour faire plus, c'est aussi faire plus en restant bien ferme sur les impacts qu'on cherche. Ça demande des moyens, ça, paradoxalement, Aurélien Garando, de mesurer bien l'impact d'une entreprise à impact. Ça peut aussi permettre de demander un peu plus d'argent, cela dit, aux partenaires. Mais... Oui, effectivement, de toute façon, je dirais pour les startups et plus généralement sur tout ce qui est innovation et toutes ces thématiques-là, de toute façon, on est là aujourd'hui pour ça. Le financement, il est important. Ce que j'ai aimé, effectivement, c'est cette notion de capital patient et d'effet de levier. Voilà, c'est des éléments qui sont clés pour le développement des structures. Après, effectivement, ça nécessite du temps, ça nécessite de
de se poser, d'organiser les systèmes d'information. Voilà, ça nécessite, je dirais, dans l'organisation d'une structure, de vraiment, entre guillemets, de faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on veut mesurer et comment on veut le mesurer. Donc oui, effectivement, c'est de l'organisation, c'est du système d'information, c'est du reporting, mais c'est essentiel pour mesurer et puis rendre compte, quoi. Alors détaillons un peu, on va s'arrêter 2 secondes là sur les partenaires de votre entreprise Mobidis. Comment ça s'est passé à la création? Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont vos besoins d'investissement aussi, peut-être aujourd'hui? On a peut-être des messages à faire passer, je sais pas. Bah oui, on va en profiter. Donc Mobidis a été créé en 2015. Après, comme beaucoup de startups, on est parti sur de la love money. On a fait une levée de fonds en 2021 avec différents acteurs autour de la table, dont France Active, Mirova qui sont autour de la table, et aussi la Banque des Territoires et la Maïf. Donc on a fait un tour de table. On était sur un plan de financement global où on a essayé d'aller mobiliser les différents outils dont on avait besoin pour continuer la mission. Et là, on est sur un nouveau tour de table on a besoin d'accélérer. Aujourd'hui, on est en France, au Canada, mais on a une volonté d'aller plus loin. Et effectivement, là, on est en train de boucler une nouvelle levée de fonds. Donc là, on est en discussion avancée. On peut donner des chiffres? De la levée de fonds? Ouais. En fait, on est sur un plan de financement à 6 millions et globalement, on est sur en equity, en capital, on recherche 4 millions en capital. Donc, on est bien avancé là-dessus. Mais il y a encore des tickets à prendre, donc n'hésitez pas. Alors évidemment, c'est pas de la love money à 4 ou 6 millions d'euros. Hein, ça peut pas marcher comme ça. Au niveau du démarrage, ça a été compliqué parce que ça, c'est une vraie question très très importante. Alors. Oui, j'irai en 2015. Donc je l'ai pas précisé. L'entreprise a été créée par Marion Berthaud, qui aurait dû être là ce soir, mais qui ne pouvait pas. En fait, 2015, on a développé entre 2015 et 2019. C'était toute la phase, je dirais, de recherche et développement. Et en fait, notre offre Sondo, qui est l'offre entre guillemets qui est disponible pour les écoles, collèges et lycées, on l'a commercialisée en 2019. Donc il y a quand même eu tout un temps assez long de maturité, de développement de la R&D et de la constitution du catalogue. Parce qu'en fait, Mobidis, on est une structure en fait où on réédite des livres. On achète le droit de différentes maisons d'édition qu'on va rééditer avec notre technologie Frog d'accessibilité. Donc tout ça, effectivement, ça demande du temps long. Et c'est pour ça que cette notion je pense qu'elle est essentielle de capital patient. Quand on est sur des thématiques d'innovation, effectivement, c'est le temps long. Le retour sur investissement ne se fera que sur un temps long. Et je dirais les 2 axes, c'est ça, c'est d'un côté le temps long, mais en s'appuyant et en essayant d'aller chercher toujours sur un modèle économique qui soit rentable. Parce que si on va chercher du financement, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Il y a un aspect moi, qui m'intéresse particulièrement, c'est vous citez des sommes assez importantes et effectivement l'investissement, vous avez l'air d'en avoir besoin, mais ça implique un autre enjeu, celui ensuite de devoir rembourser. Comment vous gérez cet aspect-là? Alors, l'objectif, en fait, il est assez simple. Hein, c'est qu'on lève des fonds et entre guillemets, on va projeter un modèle économique sur un marché, sur un territoire, donc un territoire européen et demain mondial. Et l'idée, en fait, c'est que la start-up, c'est de la faire grandir. Et on est sur ce qu'on appelle, on est sur un modèle économique SaaS. Donc, on vend des abonnements. Et en fait, donc entre guillemets, on est sur un modèle ce qu'on appelle qui est scalable. Donc, globalement, on va développer. En fait, on va avoir un multiple de développement de l'activité qui fera que à un horizon, globalement, qu'on projette on va dire allez, à 5 ans. À 5 ans, on sera en capacité d'apporter un retour sur investissement aux financeurs qui nous ont accompagnés. Christophe Jeanter, un entrepreneur comme les gens de Mobidis, c'est des entrepreneurs rêvés pour la Banque des Territoires, pour un partenaire comme ça, sans doute, comme vous? Sans doute. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère. Mais voilà, ça se développe bien. On est très très positifs. Maintenant, c'est Fanny qui disait tout à l'heure qu'investir forcément induit une part de risque. Oui, mais il y a les fondamentaux dans Mobidis, c'était là. Donc, comme tu l'as rappelé, il y a eu une phase de développement quand même importante. Et puis aujourd'hui, dans une phase d'internationalisation, peut-être que nous, on est un peu moins à l'aise, mais tu le sais, on est plus là pour investir sur des solutions nationales qui vont irriguer les territoires. Mais une fois de plus,
quand une boîte s'internationalise, c'est forcément bon signe. Donc, et on a notre rôle à jouer à un moment donné, et c'est vrai qu'à un moment donné, on est amené à en sortir, parce que d'autres vont prendre le relais, pourquoi pas à l'image de notre cousine BPI France, qui est d'ailleurs un des partenaires aussi du groupe France Active. Juste pour rebondir 2 secondes sur l'impact, nous, on n'investit jamais s'il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire qu'on marche vraiment sur 2 jambes. Il faut de l'impact, il faut un modèle économique. Une boîte qui a un super modèle économique qui génère pas d'impact, ben on n'ira pas. Une boîte qui génère énormément d'impact, mais qui n'a pas de modèle économique, on pourra pas y aller parce qu'on se veut investisseur, comme tout investisseur sur le marché. On dit investisseur avisé. Donc on a vraiment besoin des 2 jambes. Et c'est vrai que l'impact, la notion d'impact, elle est très galvaudée aujourd'hui. Enfin, tout le monde en parle. Tout à l'heure, tu disais impact washing. Bah oui, il faut vraiment distinguer le vrai du faux. Autant du côté des investisseurs à impact, qui se veulent de plus en plus nombreux, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, et Denis l'évoquait tout à l'heure, l'impact, le contexte, l'urgence fait que de plus en plus d'investisseurs se tournent vers l'impact, tandis qu'avant ils regardaient que la performance financière. Et puis les fonds d'impact, dans lesquels on investit également nous, eh ben c'est pareil, il faut aussi distinguer les fonds de private equity classiques des fonds d'impact. Dans les 2 cas, il y a un moyen assez efficace, c'est de challenger en fait soit le dirigeant d'une entreprise, soit le gérant d'un fonds d'impact, et c'est de lui dire bah, tu auras donc pour le fonds d'impact 100% de ton carry d'interest si tu as atteint tes objectifs d'impact, et on les définit en amont avec lui sur des critères très précis et une méthodologie également très précise, en imposant au moins 2 comités d'impact par an, où on ne parlera que d'impact et pas d'autre chose. Et puis sur le dirigeant d'une entreprise, donc de l'ESS, il y aura le moyen aussi de faire des BSPCE avec lui, de lui donner le moyen de se reluer au capital, parce que quand on fait rentrer des investisseurs, forcément le fondateur il est un peu dilué, et on lui dit bah, si tu atteins ces objectifs d'impact, et une fois de plus on les définit avec lui, et ben dans 2 ans, dans 3 ans, s'ils sont atteints, il y aura une relution automatique. Donc il faut être pragmatique sur cette notion d'impact, et il faut dépasser le stade des grandes déclarations d'amour. Alors il a été patient, et on espère que son capital l'est tout autant. Bonsoir Fabien Léonhardt. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'investissement à impact chez Mirova, qui a été cité tout à l'heure. Mirova, investisseur important, ou très important. Vous représentez le tiers, c'est ça, des fonds de France Active, ou je dis une bêtise ou... Oui, je crois qu'on peut dire ça. Voilà. Alors, important, il faut rester à notre place, mais on est très ancien en tous les cas. Et si Christophe représente l'argent public, moi je me permets de représenter l'argent privé, l'épargne. Il y a plein d'autres gérants d'épargne privée dans la salle, mais ça fait partie de cette coalition. Donc Mirova, en 2 mots, c'est une des sociétés de gestion du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. On est dans le monde de l'ESS, là encore. Et en fait, on s'est créé en 2014 sous ce nom-là, et sous les statuts spéciaux. On est société à mission, Bicorp, au sein d'un très grand groupe bancaire, et on a construit Mirova à partir d'expertises qui existaient déjà dans le groupe, dont la gestion solidaire qu'on faisait déjà avec France Active depuis 1994. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on parle du futur, des 30 prochaines années, mais je représente aussi les 30 dernières années, pour montrer que cette coalition elle a marché. Et on a réussi ensemble, notamment depuis que Mirova existe, ces 10 dernières années, à avoir nos encours sous gestion chez nous en fonds solidaires 90-10 multiplié par 6. Donc la part qu'on apporte à France Active dans le cadre d'un partenariat qui est vieux de 30 ans, c'est multiplié par 6 aussi. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment dans cette chaîne d'essayer de convaincre l'épargnant privé, particulier, salarié en épargne salariale ou institutionnel, d'apporter son aumône dans ce beau concert. On va voir comment faire pour les convaincre, peut-être encore un peu plus. La part de la finance solidaire progresse de manière globale par rapport aux autres types d'investissements. En France, elle progresse. Chez Mirova, pour vous donner un chiffre, en 2014, Insertion Emploi, qui est le fonds que je gère, faisait 250 millions d'euros. Il fait 1,1 milliard aujourd'hui.
Donc il y a eu de la performance financière, mais il y a surtout de l'argent nouveau qui est venu s'inscrire et s'investir dans ce fonds. Donc c'est le signe que quand on porte des solutions qui sont à la fois performantes, mais aussi avec toute la conviction et tout l'attelage qu'on fait avec France Active sur cette partie. France Active est notre partenaire sur la partie solidaire du fonds et nous on gère la partie, vous savez que 90, un actif solidaire est toujours adossé à un actif liquide 90 et cet attelage qui peut paraître baroque et qui était une idée de bien longtemps de France Active en 94 marche fort bien, il a été copié en épargne salariale, c'est devenu énorme. Donc pour répondre à votre question, les actifs progressent, oui, c'est aussi parce que l'épargnant ou la masse des épargnants s'intéresse à autre chose que du rendement financier pur. Vous pouvez acheter des fonds qui font du CAC 40 pur, mais vous avez une performance, mais aussi des impacts négatifs sociaux et environnementaux qui sont colossaux, et c'est notre rôle de bien les mettre en avant et de montrer qu'on peut aussi épargner avec les mêmes performances financières sur le long terme, mais avec des impacts positifs. Vous n'êtes pas en train de nous dire que la BPCE met en avant des impacts négatifs sur des investissements proposés à des investisseurs? Alors, on ne fait pas de washing, on fait pas de bashing, mais on sait quand même mesurer l'impact de nos propres investissements, et c'est là-dessus qu'on est challengé. Et on sait aussi mesurer l'impact on va dire, des grands indices internationaux ou français, si on parle des actifs cotés, sur lesquels il y a des mesures. Et malheureusement, les épargnants manquent de culture pour se rendre compte que derrière la performance financière à court terme dont on a parlé, je crois, en introduction, se cachent des impacts très négatifs. Nous, on ne veut pas embarquer ça. Donc notre rôle, c'est d'aller collecter de l'épargne, de l'investir le mieux possible sur la partie 90 et d'apporter nos financements, enfin l'argent à France Active qui, lui, détecte Mobidis, entre autres. Si Mobidis, on les cofinance, parce que France Active nous a apporté l'idée, sourcé le dossier, et on a mobilisé notre fonds aux côtés de la Banque des Territoires et de la Maïf. Christophe mentionnait tout à l'heure le fait que le mot impact devient un peu galvaudé, on parlait d'impact washing, et là vous mentionnez des impacts positifs, négatifs, j'imagine que pour s'y retrouver dans tout ça et pour être convaincant auprès des investisseurs, il vous faut énormément de transparence. Oui, alors c'est la clé, en effet. Alors, en plus du mot galvaudé, il y a aussi une chose, c'est que c'est devenu très à la mode. Ce qu'on fait depuis 30 ans avec France Active, tout le monde aurait pu le faire. Hein. Et là, on voit arriver plein d'opportunistes, parce que ça devient la mode, parce que c'est obligé par la loi Pacte. Donc c'est une chose aussi, c'est que il y a le côté, il y a des pionniers qui y croyaient, et puis qui ont une forme de crédibilité, puis il y a tous ceux qui essayent de rattraper le truc, qui en font des tonnes, et c'est là qu'on va trouver beaucoup de risques de washing. Alors, nous, notre clé, évidemment, c'est la transparence. On fait des rapports d'impact sur le fonds, sur les deux parties, très important. Sur la partie solidaire, on s'appuie beaucoup sur ce que France Active fait, puisque France Active lui-même a des mesures d'impact sur les milliers d'entreprises qu'on participe à accompagner grâce à l'épargne qu'on confie à France Active, mais aussi le nombre d'emplois qui sont derrière, la qualité des emplois, les secteurs, est-ce que c'est agréé ESUS ou pas. Bon, tout ça, on a bien sûr des mesures, mais on s'attache aussi aux mesures d'impact sur la partie cotée. C'est pas du tout obligatoire, mais nous, on s'oblige à le faire parce que ça rend aussi cohérent notre offre. Si ça a marché si bien, ce fonds, c'est parce que sur la partie cotée, on assure les épargnants que les sociétés vont créer de l'emploi en France. C'est-à-dire ne pas détricoter l'impact social qu'on vient chercher sur la partie solidaire en allant chercher de la performance, mais au prix de plans sociaux pour faire plaisir aux actionnaires, pour faire simple. Donc voilà, donc ces mesures d'impact, on s'oblige à le faire, c'est compliqué, c'est coûteux, on a une grosse équipe de recherche extra-financière pour faire ça, mais c'est la clé du succès. Sinon, vous êtes rattrapé par la police, si je puis dire. La police, c'est en effet les attaques qui seraient légitimes à dire que la promesse, c'est une promesse, qu'on ne fait pas tout ce qu'on peut pour assurer cette promesse. Ça reste des paris. On parle de Mobidis, c'était un pari positif. On a quelquefois quelques accidents qu'on partage. Ça fait partie des risques. On est là pour ça. Et on est là pour être transparent aussi sur cette partie-là avec nos épargnants clients. Question de Béotien, mais ces questions-là, elles ont parfois le mérite de peut-être faire avancer les choses. Je ne sais pas, le 90-10, là, ce ratio, on pourrait imaginer qu'il évolue un jour, ce qui permettrait de libérer encore un peu plus d'argent pour France Active. Comment est-ce que ça pourrait se passer? Alors, il y a des débats dans la salle. Il y a même des gens très, très capés sur ces débats-là qui sont ici.
Donc ça fait partie des pistes de réflexion qui viennent de la Direction générale du Trésor, mais aussi du monde de l'économie sociale et solidaire qu'on représente tous, un petit peu indirectement pour moi, mais typiquement avec FAIR, notamment l'association FAIR. Ce sont des sujets. Attention aux formules. Aux formules trop simples. Si on fait juste monter d'un cran, tout d'un coup il y a un effet stock, mais c'est pas pour ça que les gens. C'est bien de bouger sur ces lois. Ça a été dit tout à l'heure. C'est bien de faire bouger les lois, mais notre rôle, c'est quand même de convaincre que ce qui existe et qui est très ancien marche déjà très bien. Et sans bouger la loi, ce serait pas mal de doubler les encours. Il y aurait 2 fois plus d'argent chez France Active que juste en montant un petit pourcentage. Il y aura un effet de seuil. Et ensuite, je ne sais pas si c'est ça qui fera venir les. Je n'ai pas cette réponse. C'est pas moi qui ai la réponse, mais c'est intéressant en tous les cas que ce soit sur la table. Je vous rappelle qu'on est aussi, dans notre cas, dans des fonds ouverts à l'épargne publique, donc sous la réglementation de l'AMF. Donc il y a des contraintes très très sévères dont il faut tenir compte quand on touche un petit peu ces réglages. Et voilà. Mais en fait, nous, on est vraiment au cœur du débat. On est interrogé par justement le Trésor, mais aussi par les associations de place, et on pousse évidemment tout ce qui pourra faire en sorte que ça draine plus d'argent, mais c'est une des solutions, c'est pas la solution la seule. Il faut continuer à convaincre nos réseaux de distribution, les banques de détail, la Caisse d'épargne du coin, la Banque populaire du coin. C'est là aussi qu'il y a une clé forte, je pense. Merci beaucoup Fabien Léonard, et merci à toutes et à tous d'être venus nous éclairer ce soir. Merci beaucoup. Le temps a filé. On va demander à Timothée Duverger de revenir sur la scène pour son mot de conclusion et peut-être aussi son rapport d'étonnement par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Et puis je vais demander aussi à Pierre-René Lemas, qui discute avec son voisin là sur le premier rang, de venir nous rejoindre aussi, le président de France Active, qui viendra conclure cette journée. Alors Timothée Duverger, j'imagine que je vous ai vu, attentif, très attentif, prendre des notes aussi à tout ce qui s'est dit. Est-ce qu'on a fait un peu avancer les choses? Est-ce que les intervenants qui se sont succédés là ont permis peut-être de créer quelques déclics, ou en tout cas ont passé quelques messages? Oui, je pense que ce qui ressort effectivement, c'est d'abord ce souci de l'impact. Là, on l'a beaucoup entendu avec, c'était le cœur des débats de ces derniers mois dans le monde de l'ESS par ailleurs. Mais donc effectivement, il y a besoin d'aller vers plus d'impact. Il y a besoin de savoir ce qu'est l'impact. Effectivement, la finance solidaire le sait plutôt bien, en principe, par rapport à d'autres modèles. Donc je crois qu'il faut en faire la norme d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que la finance solidaire devienne la norme, pour que effectivement on fasse bouger véritablement les modèles des entreprises pour aller beaucoup plus loin. Quelque part, il faut passer de la RSE à la finance solidaire, j'aurais tendance à dire. C'est un petit peu ça la transition qu'il faut opérer. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième, effectivement, c'est que ça suppose, et on le voit bien à travers tous les propos, un véritable changement d'échelle. On l'a vu avec aussi ces enjeux autour de formes en réalité de professionnalisation et de consolidation des modèles économiques des différentes structures, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Quand on dit il faut faire rentrer dans le champ de l'investissement les structures de l'ESS, on ne dit pas autre chose, en fait. Donc il y a un vrai sujet autour du changement d'échelle. C'était d'ailleurs l'objectif, encore une fois, j'y reviens, mais c'était l'objectif de la loi de 2014. C'était placé sous la bannière, en fait, du changement d'échelle, et on s'est aperçu que ça n'avait pas du tout été fait, du fait même de l'absence de ces outils de financement, d'où le fait qu'on réclame désormais une loi de programmation. C'est pour ça que je resignale encore la présence des équipes de la ministre, mais effectivement la demande, elle est très fortement poussée sur donc une loi de programmation, parce que derrière la question du financement, c'est pas juste évidemment de faire des grands groupes de l'ESS, c'est pas l'objectif. J'insisterai quand même sur cet aspect-là. C'est pour ça que cette deuxième table ronde aussi, le thème qui a été posé autour des coopérations me semble tout à fait essentiel. Il y a un enjeu, en fait, si vous voulez, en termes de diffusion de l'ESS. Vous pouvez avoir plusieurs stratégies, c'est-à-dire effectivement ça peut être la stratégie du changement d'échelle, c'est-à-dire le gros groupe, on va grossir toujours plus, mais finalement en réalité ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que il peut y avoir une perte en réalité des phénomènes de banalisation, une perte d'ancrage territorial, etc. C'est pas systématique, mais c'est un risque, donc il faut l'avoir en tête. Et il peut y avoir d'autres chemins de diffusion, et notamment il y a celui évidemment de l'essaimage, un modèle qu'on connaît bien, et des réseaux tels que celui de France Active effectivement peuvent y
contribuait et y contribue évidemment très largement. Et puis il y a une voie de diffusion, et j'insisterai là-dessus, voilà, qui a été abordée là, c'est celle de la coopération des acteurs. Hein. Et donc, et d'ailleurs, la ministre y était attentive également, puisque c'est elle qui a relancé les pôles territoriaux de coopération économique. Je crois que ça, si vous voulez, c'est un appel à projet. Donc, d'une certaine façon, c'est totalement dérogatoire hein, du point de vue des politiques de l'État, hein, les pôles territoriaux de coopération économique, parce que c'est un autre mode de management public. On n'est pas du tout sur les approches type marché. J'ai un problème, je fais un marché public, je mets en concurrence les acteurs, ils viennent le résoudre. Là, on part véritablement des acteurs du territoire, des ressources du territoire qu'on va révéler, qu'on va activer, qu'on va mobiliser pour répondre à des besoins de ce même territoire. Donc, on est sur un État qui est dans du management public coopératif en réalité. On est sur toute autre chose. Et donc, je crois que là, il y a une manière de revisiter les modes d'action publique en réalité, à travers même les questions de coopération. Alors, je vous citerai juste un exemple, puisque on en était à faire tous les appels de fonds. Donc, je vais vous parler d'un cas à Bordeaux, puisque je viens de Bordeaux. Donc, autant vous demandiez. On demandait tout à l'heure où étaient les territoires. Bon, moi, j'en viens. Et effectivement, à Bordeaux, on a un projet. Je vous le cite. C'est ICOS, qui est un PTCE justement, qui est un pôle territorial de coopération économique, qui regroupe 9 acteurs dans le domaine du réemploi solidaire. Donc, on est dans le cas là vraiment de la transition écologique. Hein, et bon, qui est menacée. Hein, même la question du réemploi est très attaquée aussi par de grands acteurs désormais. Donc là, on a un vrai sujet. Ces 9 acteurs se réunissent. Ils ont un projet de développement très important d'un village du réemploi sur Bordeaux-Nord, donc dans des quartiers populaires. 200 emplois à créer, dont la moitié en insertion. Donc gros projet qui par ailleurs permettrait de répondre à un tiers des objectifs en matière de réemploi de la métropole de Bordeaux. Donc c'est un projet quasiment à dimension industrielle en fait, quasiment hein, au niveau de la métropole de Bordeaux. Il y a besoin de 20 millions d'euros. La métropole y est, la région y est. Et puis en fait, on n'arrive pas à boucler le tour de table. Voilà. Donc là, il y a un sujet, je veux dire, typiquement avec un projet dans lequel les acteurs du territoire croient, qui permet de fédérer des acteurs du réemploi solidaire sur un territoire, et mobiliser autour d'un pôle territorial de coopération économique, mais on n'arrive pas à boucler le tour de table. Donc je crois qu'effectivement, l'opération de France Active, de ce point de vue, elle touche très très juste sur les enjeux en matière d'impact, de changement d'échelle et de coopération. Là, elle a une multitude de projets finalement à soutenir. Mais qui y manque là autour de la table justement? Alors il manque d'abord l'État. Je le signale en passant, mais il se trouve qu'un député bordelais, Thomas Cazenave, est devenu ministre des Comptes publics, donc on peut espérer qu'il débloque quelques financements, puisqu'il soutient le projet par ailleurs de manière tout à fait sincère. Donc je pense que des fonds vont être trouvés de ce point de vue. Mais globalement, c'est effectivement ce qu'on disait, c'est-à-dire les modèles de financement eux-mêmes, les exigences en matière de rentabilité, c'est-à-dire que quand on place l'impact de manière, le primat de l'impact finalement sur la rentabilité, eh bien forcément ça ne fonctionne pas. Donc là, l'ensemble des acteurs financiers, que ce soit des banques, des investisseurs divers, doivent pouvoir s'y retrouver. Et c'est vrai que c'est une des limites de l'ESS qui, en fait, le modèle de financement de l'ESS, il est endogène. Il est endogène. C'est parce qu'il est démocratique, parce qu'il est fondé sur la société civile, parce qu'en fait, l'ESS s'est constitué à partir de groupes dominés qui n'avaient pas accès effectivement à du capital et qui automatiquement se sont coalisés, ont coopéré pour pouvoir s'autofinancer en réalité. C'est ça le fondement même des statuts de l'économie sociale et solidaire. Et donc là, aujourd'hui, on a un enjeu d'ouverture de l'ESS, sans trahir sa nature même, mais vers d'autres modèles d'investisseurs, des investisseurs externes, mais qui ne trahissent pas finalement les modèles de l'ESS. Donc là, il y a une bascule à faire. Hein, c'est ce qui s'opère d'ailleurs depuis très longtemps. Il y a eu des modifications des statuts de l'ESS dans ce sens-là. Mais il y a un véritable enjeu sûrement de reconfigurer en fait le champ de l'ESS pour à la fois garder sa nature, mais tout en lui permettant de changer de dimension. Je ne sais pas s'il y a des ACI, des ateliers chantiers d'insertion dans le projet ICOS, mais il y a peut-être un autre projet et un autre message à faire passer à l'État là-dessus, hein, sur le déblocage éventuel, et on l'espère proche, du nombre de postes et pour la création des postes dans les ACI. Merci beaucoup, Timothée Duverger, pour ce point de vue très, très intéressant. Je me tourne vers Pierre-René Lemas. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous avez un micro ici, président de France Active. Je suis pas sûr que ça marche. Si, ça marche. Vous allez conclure et peut-être aussi symboliquement donner le coup d'envoi d'une tournée un peu partout en France, une tournée de France Active pour promouvoir les actifs solidaires. Oui, on est parti aujourd'hui, c'est un point de lancement. D'abord, je vous remercie, hein, je remercie tous les deux, parce que vous êtes aussi une entreprise d'économie sociale et solidaire. Une association qui fait des ACI, justement, des rédactions inclusives. Et donc, merci à vous d'avoir animé avec autant de talent toute cet après-midi, et l'un et l'autre.
Merci aussi à notre grand témoin. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. Hein. Je suis même d'accord avec tout, en fait. En vous écoutant, je pensais à un de nos vieux amis et qui est en même temps un de nos parrains, qui est mort dans les conditions tragiques que vous savez au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, qui était Bernard Maris, que beaucoup connaissaient et appelait, lui-même signé comme ça, d'ailleurs, oncle Bernard à l'époque dans Charlie Hebdo. Et alors, il disait... puisqu'il était un immense défenseur de l'économie sociale et solidaire. Et lui disait, l'économie sociale et solidaire, c'est et ce sera la nouvelle économie. Il disait pas, ce sera une petite rustine sur l'économie en général. Ce sera une correction sous forme de sparadrap sur le grand chêne de l'économie capitaliste classique. Il disait, c'est l'embryon d'une nouvelle économie. Laissez-la pousser, quoi. Aidez-la à se développer. C'est ça, l'économie de demain, avec ses caractéristiques fondées sur la gouvernance démocratique, l'objectif de solidarité. J'ajoute la gouvernance également, au sens strict du terme démocratique, c'est la prise en compte de la situation des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Une de nos obligations, c'est d'être aussi exemplaire de ce point de vue-là. Et je fais un petit clin d'œil en réponse à la question que vous avez évoquée tout à l'heure. Et alors, il disait, moi je me souviens de ça, d'un échange, je vais vous faire une confidence, j'ai un souvenir tout à fait étonnant avec Bernard Maris, c'est que un jour, je travaillais à l'époque au Sénat et je fais une proposition au président du Sénat, qui était à l'époque Jean-Pierre Bel. C'est un des seuls moments dans l'histoire de la République où Gérard Larcher n'a pas été président du Sénat, donc c'est facile de s'en souvenir, ça n'a pas duré longtemps, c'était, voilà... Et j'ai dit, mais pourquoi, puisque le Sénat devait nommer une personnalité qualifiée au Conseil de la Banque de France, pourquoi on nommerait pas Bernard Maris? Alors, j'avais appelé Bernard Maris, qui m'avait dit, vous êtes complètement fou. Charlie Hebdo à la Banque de France. Et il avait adoré l'idée. On l'avait nommé, puis voilà. Et lui disait, et je me souviens de cet échange avec lui, il me disait, le problème... de l'économie sociale et solidaire, c'est et ce sera l'innovation. Ce sera l'innovation sociale. Le risque, c'est de rester dans un monde qui serait un monde un peu fermé, un peu clos, un monde... voilà. Et moi, j'ajoute, le risque, c'est de rester dans un monde de bricolage. Alors, c'est un vocabulaire qu'il ne faut pas que j'utilise, mais que je me permets d'utiliser. Évidemment qu'il y a des initiatives formidables. Le problème n'est pas, comme on le racontait il y a encore une dizaine d'années, que il y aurait trop de financement pour pas assez d'initiatives. Vous vous rendez compte, on disait ça il y a 10 ans. Hein, il va y avoir trop de financement parce que il y a pas assez d'initiatives. La blague. Il y a évidemment énormément d'initiatives et on a besoin de financement. Mais l'initiative, ça suffit pas. Il faut qu'on accompagne la création des entreprises d'économie sociale et solidaire. Mais maintenant, il faut qu'on aille au-delà, c'est-à-dire qu'on aille vers le développement, qu'on aille vers le rebond, qu'on les aide à grandir. Alors pour grandir, il y a 1000 manières, ça a été dit, hein. On peut grandir par essaimage, on peut grandir simplement parce que on prend du muscle et voilà, et qu'on finit par se dire tiens, je vais aller sur les marchés internationaux. Pourquoi pas? On peut grandir par des formes de coopération ou de coalition. Il y a 1000 manières de grandir. On peut grandir en partenariat avec des acteurs dont les métiers sont connexes. Voilà. Mais il faut grandir. Et qu'est-ce qu'on dit, nous, aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on lance cette initiative autour de l'idée d'actifs solidaires? Ce qu'on dit, c'est tous ensemble et par partenariat, par coalition, par coopération, on doit aider le monde de l'économie sociale et solidaire à grandir, à se développer, à changer d'échelle. Et donc, il faut investir. Et c'est un message qu'on adresse aux investisseurs, quels qu'ils soient. C'est un message qu'on adresse aux entreprises de l'économie sociale et solidaire elles-mêmes. C'est un message qu'on adresse à l'État et aux collectivités territoriales. C'est un message qu'on adresse à nos partenaires publics, comme la Banque des Territoires ou, d'une autre manière, BPI-France, qui sont nos fidèles partenaires. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Mirova, un de nos partenaires depuis l'origine, maintenant ça s'appelle la Fondation Mirova. Voilà. Je les remercie tous.
Mais c'est un message que je leur lance. C'est compliqué aujourd'hui, mais il faut investir. Il faut aller chercher les financements. Les fonds, comme ça a été évoqué tout à l'heure pour la mutualité sociale agricole, les fonds que vous gérez ou que vous accompagnez doivent comporter une part d'économie sociale et solidaire. Et j'ajoute, c'est pas incompatible, c'est même totalement cohérent avec l'écologie, l'économie sociale, solidaire et écologique. Alors surtout, si vous voulez mon avis, ne rouvrons pas la loi, hein. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas toucher à la loi. Vous savez, la phrase de Montesquieu, qu'on cite toujours au Parlement, juste au moment où, député me pardonnera, on la cite toujours au moment où un parlementaire dépose une proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. On dit cette loi est absolument indispensable, mais ne touchons à la loi que d'une main tremblante. C'est la phrase de Montesquieu qu'on cite toujours juste avant de faire l'inverse. Donc, moi, je propose qu'on touche pas à la loi. Voilà, vraiment, on verra sur les bords s'il faut. Mais non, touchons pas à la loi. Faisons de la programmation. Je vais même, pardon, être un peu en décalage avec vous. Faisons de la programmation pluriannuelle, même si on le fait pas par la loi, parce que l'expérience prouve que les lois de programmation pluriannuelle, ni l'exécutif, ni souvent le Parlement n'aiment ça, parce qu'ils ont le sentiment d'être enfermés dans un cadre dont on peut plus jamais sortir. Donc moi, j'ai un doute sur les lois de programmation. En revanche, faisons de la programmation pluriannuelle. Je salue aussi la direction du Trésor qui est présente, qu'il était en tous les cas tout à l'heure. Faisons de la programmation pluriannuelle. Vous vous rendez compte, chaque année, on va chercher des sous auprès du fonds de cohésion sociale. Ce serait bien que le fonds de cohésion sociale soit un peu pluriannuel, comme le sont souvent les financements régionaux. Comme le sont souvent les financements régionaux. L'État a du mal à le faire, il déteste ça. Mais on devrait pouvoir y arriver sans passer par un texte législatif. Voilà, alors le lancement de cette idée autour des actifs solidaires aujourd'hui, merci à tous y avoir participé. Pardon de ne pas avoir cité tout le monde, de toutes les façons je savais qu'à la fin j'allais vexer 3 personnes en ne les citant pas, mais merci d'avoir été aux tables rondes, merci d'avoir été présent. Maintenant, on part en région. C'est nos associations territoriales avec les conseils régionaux, tous nos partenaires en région, bancaires, gestionnaires de capital, mutualistes, syndicalistes, patrons d'entreprise, tous les acteurs territoriaux. On va essayer maintenant, c'est programmé sur une douzaine maintenant, je crois, hein, de régions. J'espère qu'on va faire 35 d'ici le milieu de l'année prochaine. Là, on va lancer ce mouvement. Pour nous, c'est vraiment une nouvelle étape, quoi. On fait pas ça comme ça. On a passé 1 an et demi de réflexion interne pour savoir si ça valait le coup, si on le faisait ou pas. Quand on a évoqué l'idée de dire on va faire x2, au début, on a dit bon, on va dire que l'objectif final un jour ce sera de faire x2. Puis après on a dit mais allons-y quoi, allons-y, et allons-y avec un horizon qui est celui de 2027. Et je vous garantis que nous n'avons aucune ambition présidentielle à partir de 2027, sauf si Fanny tout à l'heure vient me dire à l'oreille que. Mais je suis pas sûr. Voilà, notre horizon c'est ça. On y va. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Un petit mot d'amitié à toutes les équipes de France Active qui travaillent d'arrache-pied pour avoir monté cette réunion. Je veux vraiment leur dire merci. Merci d'avoir été là avec nous. Et puis, merci à vous tous de nous avoir accompagnés. Merci surtout de nous accompagner encore demain parce qu'on compte sur vous pour le développement de l'économie solidaire.